Salut les pirates, c'est qui? C'est le Captain Crochet, tu sais bien, pour une nouvelle discussion Hall of Fame et pas n'importe laquelle, avec les sociétaires de la piraterie de la boxe, Antoine de 130 livres. Salut Antoine. Salut Captain, salut Christian, salut les pirates. Et évidemment, la voix, The Voice, Christian Delcourt est avec nous. Salut, bonne année à tous. Voilà. Il est encore temps. Il a encore temps, tu as raison, la voix de retour, la voix toujours plus forte. Il est tellement puissant qu'il fait même de l'écho dans notre enregistrement. Comment ça va, Christian et Antoine? Eh bien, Christian, il va vous dire que ça va bien. On est prêt pour une nouvelle saison avec vous, les pirates. Forcément que le Captain Hook va vous trouver des émissions, des combats intéressants. Et puis, comme on le dit, commencer l'année avec un champion du tonnerre, Arturo Gatti Thunder. Eh ben, c'est ce qui se faisait certainement de mieux il y a une vingtaine d'années. C'est ce qu'on va vous faire vivre et surtout, vous restez bien là parce que des frissons, vous allez en avoir tout au long de l'émission. Ah, il m'en a donné, Christian, Antoine. Il vient de m'en donner, Christian. Oh là là, Antoine, toi aussi, je pense que tu es bien prêt. Ouais, c'est clair. On a déjà discuté, Captain. On est mi-figue, mi-raisin sur 2022. Là, on commence 2023 sur Arturo Gatti. Ça veut dire que c'est une année où on se fait plaisir et faire en sorte que ça préfigure la suite, c'est-à-dire que 2023, ce soit l'année du kiff. Donc voilà, on commence, on est en janvier, on parle de Gatti, tout va bien. Et si vous me suivez, évidemment, vous savez l'importance que j'attache à Thunder, Arturo Gatti, pour lequel, je dois bien l'avouer, je voue un véritable culte, et qui est essentiel dans ma passion pugilistique, essentiel, vraiment, avec Arturo Gatti, selon moi, mais je pense pas seulement selon moi, on transcende. On transcende simplement notre passion, on transcende le sport et on atteint des réflexions qui sont véritablement des réflexions, alors on va employer les grands mots, mais qui sont presque de l'ordre du métaphysique, du religieux et je considère Arturo Gatti comme ça. Voilà, vraiment, pour moi, c'est un messie et finalement, j'avais déjà discuté d'Arturo Gatti sur ma chaîne, tout seul, j'avais déjà essayé de transmettre tout mon amour pour ce personnage. Mais finalement, c'est la discussion Hall of Fame que j'attendais le plus et aussi que je redoute le plus. Parce que comment aussi nous, par le langage, arriver à être à la hauteur de ce que cet homme a donné sur un ring. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je suis entouré de la dream team et avec eux, on va pouvoir y arriver. Voilà, ce que je voulais dire. Arturo Gatti est tellement important pour moi, et c'est une histoire. On va commencer tout de suite avec ce portrait, regardez, ce portrait d'un jeune Arturo Gatti. Voilà, il est tout jeune. Ça, c'est une photo de 1989-1990 et on est à Montréal. Et d'ailleurs, on est au micro de Radio-Canada. Voilà. Et c'est la première apparition d'Arturo Gatti à la télévision, dans un petit reportage où on voit l'équipe amateur canadienne, donc l'équipe olympique canadienne de 90, qui, je crois, là, se préparait pour les Pan Am Games, qui arrivaient pas loin. L'entraîneur en chef de cette équipe, c'était Yvon Michel à l'époque. Et c'est donc Yvon Michel qui présente tout le monde. Et donc, qui présente Arturo Gatti. Et ce Arturo Gatti, voilà, cet immigré italien, enfin, voilà, ce garçon de Montréal qui a grandi à Little Italy, petite Italie de le quartier de Montréal. Les gens qui vont marcher Jean Talon connaissent. Et déjà, il a une tête, déjà il a une gueule, déjà il a une cinégénie qui sort de cela. Petite anecdote, alors moi je n'ai pas les biographies d'Arturo Gatti dans ma bibliothèque, mais pendant longtemps et peut-être encore maintenant, plane un doute sur où est né Arturo Gatti. Sur où est né. Parce lui aussi a changé parfois le scénario. Ouais. Et déjà, on est dans des grandes histoires de boxe. Voilà. Certains disent en Italie, certains disent à Montréal. Voilà. Donc, ça reste
troublant, mais il était dans l'équipe canadienne, évidemment, Pan Am Games. Et en fait, il aurait dû être, Christian, cette génération 92 Barcelona que tu as commenté avec Tristan Dacour. Et Avec Jean-Claude Boutier. avec Jean-Claude Boutier, excuse-moi. Mais il sera impatient. Il n'attendra pas ces Jeux Olympiques là. Et finalement, il va devenir professionnel dès juin 91. Voilà. Christian, tu veux peut-être... Oui, oui, c'est ça. Quand on reparle d'Arturo Gatti et qu'on parle justement de ces Jeux Olympiques, parce que on a toujours envie de voir éclore les futurs grands boxeurs. Et quand on était là-bas en 1992, c'est la première fois qu'avec Canal+, on faisait les Jeux Olympiques. On avait décidé 2 mois avant, et c'est Charles Bietri qui avait lancé cette idée-là avec le grand patron donc de Canal+, Monsieur Rousselet. Il lui avait proposé de faire 24 heures non-stop tous les JO pour toutes les disciplines. Et nous, avec Jean-Claude, donc on arrive là-bas, on suit notamment un boxeur français qui s'appelle Julien Bobo-Lorcy. Il y a aussi Jamel Difa. Il y a une belle petite équipe française. Et c'est là-bas qu'on découvrira et qu'on va s'attacher avec un certain Oscar De La Hoya. Mais un boxeur comme Arturo Gatti, c'est vrai que il était présélectionné. On lui avait proposé donc bien sûr de faire les Jeux Olympiques et il n'avait refusé au dernier moment, tout simplement parce qu'il avait une seule chose en tête, c'est de venir et de passer professionnel. Voilà, ouais, c'était son objectif. Antoine, si tu veux réagir, dis-le. Mais effectivement, il n'y avait pas ce rêve olympique comment dire, qui l'imprégnait, quoi. Et lui, c'était un boxeur professionnel dès le début, Antoine. Oui, je vais pas en dire des masses, je vais simplement dire que quand on suit après la carrière d'Arturo Gatti, on comprend que ce garçon était fait pour la boxe pro. On comprend que Gatti n'était pas fait pour le format 3 rounds à jouer à la touche. C'était pas ça, Gatti. Et donc, en effet, probablement qu'il avait, on en rediscutera plus tard, j'imagine, dans la discussion, il avait les qualités naturelles pour être aussi un bon styliste, mais c'était pas son choix, c'était pas son être profond. Donc, pour moi, c'est très cohérent, finalement, qu'il ait zappé la case JO. Ça ne correspondait pas à son caractère, ça ne correspondait pas à lui. Et je ne veux même pas imaginer ce qu'aurait pu donner un Arturo Gatti, par exemple, lésé par l'arbitrage à des Jeux Olympiques. Donc, c'était normal que la légende s'écrive comme ça. Et on continue dans le légendaire, on continue dans le romanesque, c'est-à-dire, on vous dit que c'est déjà une histoire de voyage dès le départ, Arturo Gatti. Mais c'est aussi une histoire où, pour devenir professionnel, il va aller dans le New Jersey. Et il va boxer énormément. Il y a des années où il boxe 8 fois. Par exemple, 93, c'est 8 fois. Et il va boxer vraiment, vraiment sur la côte Est à fond. Il va vraiment s'imprégner sur la côte Est. À tel point que, en peu de temps, en quelques années, on oublie totalement qu'Arturo Gatti est de Montréal. Mais totalement. On l'oublie. Et c'est un mec ça devient pour les gens un mec du New Jersey. On pense que c'est un Italo-américain. Et d'ailleurs, toute la communauté italo-américaine va tout de suite le prendre. Enfin, je veux dire, ça va devenir rapidement d'ailleurs, on va voir dans quelques années, une icône. Et ça commence très fort. Il y a, honnêtement, on oublie aussi que c'est une belle boxe, une belle boxe à un certain niveau. Et il va enchaîner les combats pour finalement avoir en 95, à la fin 95, en décembre 95, son opportunité de championnat du monde en super plume. Et les super plumes, on sait que c'est cette catégorie-là où ils commencent tous là, quelque part, tu vois, toutes les légendes. Pas n'importe qui à l'époque, on l'a oublié, mais Tracy Harris Patterson, l'enfant adopté de Floyd Patterson. Regardez avec son short Adidas Arturo Gatti qui va devenir iconique aussi pour d'autres combats. Mais duel avec Tracy Harris Patterson qui était un excellentissime boxeur, et première prise de titre contre Tracy Harris qui en impose, ça va aux 12 rounds, mais belle prise de titre, les amis. On va commencer avec toi, Antoine.
Ouais, Patterson, comme tu le dis, il est un peu sorti du radar. Le fait est qu'il a quand même été champion du monde dans 2 catégories. Il a été champion, en Ouais, super coque et en super ouais, plume. C'est un petit gabarit. Pour un 130 livres, c'est un petit gars, mais c'est un gros ouais. puncher, hein. Il a plus de 40 KO à l'époque où il affronte Gatti et surtout, il est très expérimenté, Gatti et tu l'as dit, hein, il a peu d'expérience en boxe professionnelle, il a beaucoup boxé, il a une grosse vingtaine Boxe de amateur. victoires, mais il est encore assez vert. Il est encore assez vert et contre lui, Patterson, c'est vraiment un type roué, expérimenté, intelligent. Et tout le combat est assez passionnant parce que c'est une opposition de gabarit plus qu'une opposition de style, parce que c'est 2 guerriers dans l'âme. Gatti score un knockdown très très vite. On voit qu'il est très vite de bras. Il met un uppercut, en fait. Sur un uppercut au 2e round, il met Patterson par terre. Et, euh, et pendant le reste du combat, on voit ce que va être Gatti. C'est-à-dire que malgré tout, alors qu'il pourrait contrôler, il pourrait mettre la distance, il pourrait contrôler le combat contre ce petit Schtroumpf, mais il reste attiré par la bagarre. Et Patterson est un type qui a une activité moindre. Il sélectionne bien ses coups, il met moins de fréquence que Gatti, mais il le touche beaucoup en contre. Et à partir du round 5, que se passe-t-il? Ah bah, la gueule de Gatti commence à enfler. Un grand classique auquel on va Grand avoir classique. droit, ça commence à gonfler. Et non seulement ça commence à gonfler, mais en plus, alors je vais te faire la version courte, mais parce qu'il y en a beaucoup à dire, mais sur la fin du combat, il se protège plus beaucoup, Gatti, et on a un peu peur pour lui, parce que Patterson, ça punch. Et en effet, il Mais finit oui, par remporter une victoire unanime, relativement serrée, mais il a fait peur à son camp, il a fait peur à ses fans, dans des proportions, la victoire, elle est méritée, mais il a clairement fait peur à ses fans, et ouais. c'est un premier combat de légende pour une première prise de titre. C'est très symbolique, très représentatif de ce que va être Arturo Gatti. Un type qui pense beaucoup boxe offensive, combo, qui a des bras très rapides, qui est capable de placer des coups que l'adversaire ne voit pas venir. C'est le cas de l'uppercut au 2e round, Il travaille bien en bas, en haut, tout à fait. mais qui défensivement est pas très intéressé en fait. Ouais, alors Oui. qu'il a. Vas-y, Christian. Et face donc à ce. Oui, oui, on fait, c'est face à ce tracé Harris Patterson que nous on avait découvert 3 ans plus tôt du côté du New Jersey. On l'avait découvert lorsqu'il avait battu Thierry Jacob. Et là, c'était effectivement, comme le disait Antoine, quand il était devenu champion du monde, mais dans la catégorie en dessous, dans les super coques. Et c'était un boxeur effectivement qui avait du style Tracy Harry Patterson. Et quand on a un boxeur qui a du style, en face, il faut avoir un fighting style. Et le fighting style, c'est exact style. C'est exactement ce qu'on retrouve chez Arturo Gatti, parce que Arturo Gatti, c'est là qu'il nous démontre que c'est une machine. Et c'est une machine qui est programmée. Elle est programmée pour avancer. Elle est programmée pour rester à distance de boxe, à distance de touche. C'est-à-dire qu'on va le voir dans toute la carrière de Arturo Gatti. Arturo Gatti, il reste jamais à beaucoup plus de 50 cm, donc toujours en mesure de frapper, de toucher, ne jamais céder du terrain pour se battre jusqu'à n'en plus pouvoir. Alors comme Antoine le disait, Arturo Gatti, c'est vrai, son visage, il va enfler à chaque combat pour devenir pratiquement un champ de bataille. Et c'est vrai que quand on parle de gueule amochée, c'était une belle gueule amochée, Arturo Gatti. Et là, c'est son premier grand combat, la première fois qu'on découvre vraiment au niveau mondial Arturo Gatti. Tout à fait, tout à fait. Et cette gueule va avoir son importance parce qu'il a une gueule cinégénique et en plus qui marque. Et donc sa gueule, c'est toute une histoire. Et donc c'est tellement, enfin, ça va tellement imprégner les commentateurs, les écrivains et tout l'univers de la boxe. Regardez, comment dire, le choix de la photo aussi, c'est son crochet du gauche, son fameux crochet du gauche, ce crochet du gauche où il donne, qu'il les lance avec toute sa puissance, sa part des hanches, et il met toute sa vie dans son crochet du gauche. On en parlera beaucoup de son crochet du gauche. Voilà. Prise de titre, voilà, à la fin 95, et arrive l'année 96. On est dans les années 90 où du légendaire, t'en as, en veux-tu, en voilà, etc. La boxe n'a pas besoin d'Arturo Gatti. Et pourtant, dès les années 90, et finalement dès le début, le mec va s'imprégner dans la grande histoire de boxe. Et ça va commencer avec cette histoire ubuesque et incroyable. Voilà. Arturo Gatti contre Wilson Rodriguez. On est dans le petit Madison Square Garden, dans une très belle soirée boxe.
Wilson Rodriguez, qui est un Espagnol, hein, je crois, voilà. Et je crois qu'il y avait même l'entraîneur historique de Jean-Baptiste Mendy qui était dans le coin de Wilson Rodriguez ce soir-là. Arturo Gatti, lui, C'est un Dominicain qui vit en Espagne. Bon, la différence n'est d'accord, pas énorme. C'est un mec qui a beaucoup fait sa carrière, voilà, en Europe. Ouais. effectivement. Et là, comment dire, la légende et le culte Gatti qui va s'en suivre, c'est pas quelque chose qui arrive sur le tard. C'est quelque chose qui arrive en 96 avec ce combat qui est complètement fou. Arturo Gatti défend donc son titre. Comme vous l'avez dit, premier round qu'on croit d'observation, mais finalement les jabs et les coups très secs de Rodriguez vont impacter, sans qu'on s'en rende compte, vont impacter le visage d'Arturo Gatti. Et à la fin du premier round, un œuf de pigeon commence à éclore de façon surprenante. Et alors qu'on n'avait pas vraiment perçu de façon surprenante, on se dit oh là là, Arturo Gatti se met dans une situation proprement gattiesque, c'est-à-dire qu'il est dans une merde totale. Voilà. Heureusement avec lui, j'ai pas mis la photo, je suis désolé, mais il faudrait en parler parce que c'est un personnage dans ces années-là. Il a Joe Souza qui est dans son coin. Joe Souza, c'est son cutman. Et Joe Souza est un immense cutman de ces années-là et il va le sauver. Il va le sauver. Et donc, le combat continue, mais avec ce sentiment d'urgence qui arrive dès la première seconde du deuxième round. Voilà, sentiment d'urgence. Tous les coups sont donnés pour faire mal. Arturo est souvent très limite au niveau de la ceinture, mais ça fait partie du game et il essaye tout ce qui est possible. Et c'est coup pour coup, il va avoir, il va tout donner. Il va avoir un knockdown d'ailleurs de Gatti, Antoine. Je sais plus si c'est au deuxième ou au troisième round. Il va avoir un knockdown de Gatti parce que dans l'effort, c'est au deuxième round. C'est au deuxième round, Christian, merci, parce que dans l'effort, il est obligé d'y aller, il est obligé, et donc il se prend des contres. Voilà, il y a ce moment iconique dans la minute de repos entre le troisième et le quatrième round, c'est-à-dire où Joe Souza essaye d'être avec, alors que Antoine a disparu mais va revenir, essaie d'annihiler la blessure, et il y a le médecin qui s'énerve et qui dit Arturo, si tu ne me réponds pas, j'arrête le combat. J'ai combien de doigts? Voilà, j'ai combien de doigts? Et tout. Et donc Arturo, heureusement, il dit le bon chiffre. Heureusement, il y en a 3. Et, voilà, et ça continue. Le combat est toujours plus violent, extrêmement violent. Voilà, il y a un quatrième round de fou. Il y a un cinquième round où Arturo, dans la dernière minute, alors qu'il vient de prendre un point de pénalité pour Kuba, 30 secondes plus tard, il remet un coup d'une violence au corps. Wilson s'effondre, il est knockdown, il est compté, il arrive et heureusement pour lui, c'est la fin du round. Et il y a ce sixième round dans la continuité. Oui. C'est absolument incroyable, Christian. Arturo, avec son crochet du gauche, et Wilson c'est ce qu'on disait, on en a vu la photo tout à l'heure, ça sera une grande partie de la carrière d'Arturo Gatti. Ce crochet du gauche à la tête, c'est un des crochets mémorables en fait dans la carrière d'Arturo Gatti. Il faudra peut-être environ 1 minute pour que Wilson Rodriguez retrouve ses esprits. Il est là allongé sur le tapis et c'est un des plus beaux chaos qu'on ait vu dans l'histoire d'Arturo Gatti, même s'il termine effectivement avec cet œuf de pigeon. Quand on pense à ce combat, on se dit voilà, Gatti, c'est ça, c'est le style qu'on aime, le fighting style, on l'a dit, un guerrier, un véritable puncher, et c'est pour ça qu'il est respecté. Il est respecté pour sa combativité, c'est simple. Pour nous, commentateurs, il représente en fait le plus grand guerrier de l'histoire de la boxe. On a vu des grands champions dans ces années 90. On les a tous suivis à Canal avec Jean-Claude. On va parler de Terry Norris, de La Hoya, de Chavez, de Trinidad. Tous ces boxeurs sont beaux à voir, ils sont élégants, ils ont un plan tactique. Lui, il a un plan qui s'appelle avancer, ne jamais reculer. C'est une machine de guerre.
Et c'est en cela que ce combat contre Wilson Rodriguez est aussi un de ses plus beaux combats. Ah ouais, c'est iconique, c'est des images absolument iconiques et le fameux Rocky moment. Alors là, en veux-tu, en voilà avec Arturo, mais dès le départ, c'est ça que je vous explique. C'est dès le départ et c'est une générosité et c'est surtout, c'est tout. C'est le Rocky moment, c'est le comeback kid. Il devient le comeback kid, tu vois. Et pour HBO, c'est très important parce qu'HBO raconte des histoires aussi, comme tu nous le dis, Christian. La boxe, c'est aussi raconter des histoires. Alors avec lui, ils vont être vernis. Et bref, c'est dans et on est sur comment dire, une notion que je vous dis souvent en parlant d'Arturo Gatti, parce qu'il l'a cristallisé, il l'a matérialisé. On est déjà sur un premier moment dantesque. Antoine, tu veux réagir parce que d'autres moments dantesques, et j'en ai plein en réserve. Il y en a 50. Il y en a 50. Je vais dire très simplement que c'est peut-être mon combat préféré de Gatti. Ah ouais? C'est celui-là. Donc les Pirates, regardez-le. C'est peut-être celui-là. Il affronte un type qui est un peu en état de grâce, un peu comme Patterson. C'est un boxeur très expérimenté, Rodriguez. Il a simplement, lui, n'a pas encore été champion du monde. C'est sa dernière chance. Il va la jouer à fond. Et en effet, c'est un boxeur techniquement très au point, qui a les bras très longs. C'est ce qui surprend Gatti d'ailleurs dans les premiers rounds. Tout à fait, il a les bras très longs. Il prend pas mal de jabs au début parce que Rodriguez a une allonge très supérieure à la sienne. Et une frappe très sèche. Frappe très sèche. Très sèche. D'ailleurs, Rodriguez est dos aux cordes quand il le met à terre au deuxième round sur un court crochet gauche. Rebelote au round 4, Gatti est presque foutu. En fait, au round 4, il prend une série de coups hyper impressionnante. Et il arrive à en remettre en fin de round, tu sais pas comment. Donc le moment Rocky, comme tu dis, Captain, c'est le 4e round est complètement fou. Et il y a ce KO iconique sur un crochet gauche, et sur un crochet gauche très bien préparé, parce que là encore, Gatti, bon, c'est un boxeur généreux, mais c'est un boxeur qui connaît son métier. Ouais. Et donc d'abord, il tape au corps, il fait baisser le coude en fait de Rodriguez, et c'est parce qu'il fait baisser le coude de Rodriguez qu'il arrive à mettre le crochet gauche au menton, qui est parfaitement vissé. Tu as absolument raison et on s'arrête ce que tu dis parce que son crochet gauche est légendaire, mais tu as raison. Tous les crochets gauches légendaires de Arturo Gatti, et il y en a beaucoup, sont tous été préparés, ce qui veut dire que c'est un grand boxeur en soi. Et c'est important. Mais alors, c'est une folie parce que on est en 96, on est en mars 96. Il va faire qu'un autre combat après parce que tellement ça a été absolument violent. 97, rematch avec Tracy Harris Patterson aussi, ou encore une victoire unanime. Mais 97, il confirme contre Tracy Harris Patterson, mais il va être à Atlantic City. Et là, on a aussi, parce que parler d'Arturo Gatti, c'est parler de plein de choses. C'est parler de Montréal, c'est parler du Canada, des États-Unis, c'est parler d'Atlantic City. Et là, arrive un moment où faut bien comprendre à la fin, et j'en parlerai à la fin de l'émission, enfin de la fin de la carrière d'Arturo Gatti. Arturo Gatti, c'était Atlantic City. C'était ça. Et cet amour, cette filiation, ce truc qui va faire que, je sais pas, tu vois, le fait, je sais pas, Jean-Pierre Papin avec l'OM, tu vois, je saurais pas comparer, tu vois, Cantona avec Manchester, et t'as Arturo Gatti avec Atlantic City. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cet ordre-là, et ça arrive dans une très, très grosse soirée. Je ne sais pas si tu étais sur place, Christian, ou si tu l'as fait en cabine, celui-là. Non, on a fait en cabine. Mais alors, quelle soirée! Lewis contre Golota, déjà ça, c'est extraordinaire. Allez voir notre discussion, Lennox Lewis, évidemment, hein, tout est interconnecté. On a fait cette discussion ensemble. Et puis, il y a Arturo Gatti contre Gabriel Wallace. Des frères Wallace. Et je vais vous mettre cette photo qui est iconique, mais ce combat-là, j'aime tellement Arturo Gatti que je ne pourrais pas dire que c'est mon combat préféré, mais c'est pas loin de l'être. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Combat titanesque. Absolument titanesque. Ruelas, c'était des durs. C'était des durs et... Vas-y, Christian. Oui, ben quand on dit titanesque, il faut simplement se dire qu'aux États-Unis, il y a un magazine que tout le monde connaît, c'est le Ring Magazine. Donc, quand on est le Ring Magazine et qu'on regarde, on cherche qui va être le combat désigné combat de l'année, qui va être
désigner le round de l'année. On cherche toujours parmi cela, avec des boxeurs comme bien sûr Arturo Gatti, qui va concourir pratiquement tous les ans pour combat de l'année. Eh bien, ce combat-là contre Gabriel Ruelas, comme tu le dis, Captain, c'est quelque chose pareil de sensationnel. C'est 5 rounds, mais 5 rounds de pure tuerie, je dirais, de boucherie. Et le 5e round qui sera même élu le round de l'année, comme le combat va être élu le round de l'année. Ça a été une véritable guerre parce que, en plus, on a face à face deux punchers. Des punchers, il y a un moment dans le combat où Gatti se mange une quinzaine de coups donnés par le Mexicain, je crois que c'est dans la deuxième reprise, et il réplique pas une seule fois. Mais il encaisse, et il réussit à finir le round en titubant. Et à chaque fois, comme tu le dis, Captain, il rentre dans le round, dans le coin, et à chaque fois, la machine se remet en marche. On se demande comment il récupère en une minute, c'est rien du tout. Mais c'est un boxeur, on l'a dit, qui est destiné à avancer, qui est destiné à aller à la guerre. Il n'a qu'une chose en tête, c'est non pas combattre, mais aller à la guerre. Et une guerre, tu as tout à fait raison, Christian, mais c'est une guerre, en plus, c'est très spécial parce que c'est la suite science est encore là, malgré la guerre. Vous comprenez? Il y a encore de ça, tu sais, parce que malgré les coups qu'il prend, mais il y a des séries de blocages en plus. En fait, ils sont quand même dans une lucidité, mais ils s'envoient des bombes atomiques à partir du 2e round, hein. Non, mais vraiment, quoi. Ce combat, il fait peur parce qu'il y a une accuracy des 2 côtés où en fait, ils ratent pas grand-chose. Ni l'un ni l'autre ne rate pas grand-chose, tu vois? Mais c'est des bombes atomiques et c'est une vraie guerre. Il y a une vraie envie et puis il y a des rounds, mais en fait, on n'aurait pas assez d'une émission pour vous parler d'un seul round. Mais c'est vrai, le 4e round, on n'aurait pas assez d'une émission et puis il y a ce 5e round. Il y a ce 5e round. Antoine, bah, écoute, je t'envoie la patate chaude, ce 5e round. Comment le décrire? Ouais. Il faut le contextualiser parce qu'effectivement, au 4e, Gatti prend un uppercut très violent et il prend une série de coups terribles derrière. Comme il le fait souvent, il finit le 4e round en remettant lui un peu, mais tu sens qu'il est dans le gaz. Tu sens qu'il y a un truc quand même, il a bugué, quoi, ce qui est un peu normal. Et au cours du 5e, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est plutôt Ruelas qui avance sur lui, mais Gatti, tout en reculant, lui en met de manière très précise. Et quelque part, au moment de la fin du combat, pardon, Gatti est carrément dos à un coin, mais c'est lui qui est en contrôle, paradoxalement. C'est Ruelas qui avance, c'est Gatti qui est en contrôle. Et qui a créé l'ouverture. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un crochet gauche. Enfin, il met d'abord, je crois, un uppercut droit, puis le crochet gauche pour finir. Et c'est alors tout à l'heure, Christian a rappelé que voilà, cette année-là, il tient son combat de l'année pour Ring Magazine et il tient son KO de l'année. C'était terrible. Contre Rodriguez, il y avait la concurrence de Tyson Holyfield. Alors, je crois que c'est Tyson Holyfield qui avait eu combat de l'année. Là, c'est bon, c'est du même niveau, quoi. C'est complètement dingue. Et puis, Ruelas, c'est un champion du monde, c'est un gros puncher, ça a été dit. Et ce qui est incroyable, c'est que on parle là depuis quelques minutes tous les trois de Gatti. On est sur un autre combat extraordinaire et il y en a encore plein derrière. Je vais rien rajouter. C'est juste là encore ces 5 rounds et ces 5 rounds qui sont très très rentables quand on aime la boxe sur YouTube. Hein, les pirates, si vous avez jamais vu Ruelas contre Gatti, regardez-le aussi parce qu'il n'y a pas de déchets là-dedans. Il y a que de déchets. Mettez le son à fond, mes pirates. Voilà, mais c'est de la transe là, les mecs. Et Arturo aussi à ce moment-là, donc il se passe une émotion folle parce que les gens vont voir Golota se faire sécher en quelques secondes par Lennox Lewis, et au final, on parlera d'Arturo Gatti. Donc, vous voyez le délire quand même qu'il a réussi à engendrer à Atlantic City, et ça se cristallise là, et cet amour, on va en parler. Aussi, notez tout ce qui se passe, parce que c'est une époque de boxe, mais aussi, vous voyez que la boxe, c'est un... Il y a une chose... Vas-y, Christian. Oui, non, juste, il y a une chose, c'est que même quand Arturo Gatti est dans une réunion, en fait, on peut le dire, on a 2 main events. Parce qu'il n'est pas main event,
mais il y a 2 main events et c'est en cela que quand on établit des combats, on établit justement un event, une soirée. Dès qu'on a Arturo Gatti, on sait déjà au moins qu'on est dans le haut du pavé et qu'il faut surtout être là au début du combat parce que dans beaucoup de réunions, les gens, les spectateurs même arrivent juste au dernier moment pour le grand combat. Mais là, avec Arturo Gatti, les frissons, ils sont garantis dès le premier round. Et c'est en cela que Arturo Gatti, comme l'a dit Antoine, des grands combats, on va en avoir. Il y en a qui vont arriver. Il va y avoir des trilogies exceptionnelles. Et Arturo Gatti, il est juste là au début vraiment de sa véritable carrière. J'en ai fait une discussion. Son partenaire d'entraînement à qui il donne, je crois, une trentaine de rounds de sparring pour ce combat, c'est le jeune Zab Judah. Pour ce combat. Et il est félicité par qui, Arturo Gatti, quand il est félicité par qui, Arturo Gatti, quand il gagne, qui monte sur le ring pour le féliciter et lui dire quel bon travail, Pernell Whitaker. C'est Pernell Whitaker qui le félicite, tu vois. Et donc, comment dire, il y a le monde de la boxe comprend bien que c'est un phénomène et que c'est un phénomène qui va rester. Voilà. Et on n'est qu'en 97 et on n'est qu'au combat Ruelas, c'est ça qui est fou. Oui, alors quand tu dis Captain, c'est Pernell Sweet Pea Whitaker, c'est quand même à l'époque le meilleur poids lourd, toute catégorie confondue, Pernell Sweet Whitaker depuis quelques années. Hein. Meilleur boxeur, le GOAT de l'époque, effectivement. Tout à fait. Okay. Et au micro, on a déjà des scènes au micro qu'on reverra contre Mickey Ward, c'est-à-dire où les deux boxeurs sont à côté de Larry Marchant, et Larry Marchant dit mais bravo, vous êtes extraordinaires vous deux, voilà, c'est extraordinaire. Et déjà il y a cet esprit qui est cet esprit très comment dire très noble entre deux combattants. Qui arrive, que vous reverrez maintes fois avec Arturo. C'est pour ça aussi qu'on aime Arturo. C'est parce qu'il y a cette classe d'après-guerre. Non, mais il fait une guerre et il a une classe après avec ses adversaires et ses adversaires avec lui qui est extraordinaire. Et donc, on parle d'un autre personnage de l'époque. On parle de Angel Manfredi pour Arturo Gatti pour combat après. Et il veut ce combat-là, Angel Manfredi. Angel Manfredi qui les aura aussi tous combattus à l'époque. Hein. Et finalement, contre Angel Manfredi, il va avoir une blessure pendant le combat. Ça va mal se passer et ça va être une défaite par TKO. Une défaite où on sent que Arturo n'y est pas. Peut-être il n'était pas encore remis de toutes ces guerres, mais il n'y est pas. On sent bien qu'il y a une blessure quelque part. Et Manfredi boxe très bien, tout simplement. Manfredi boxe très bien, il mérite cette victoire, tout simplement. Il domine. Un Arturo qui naturellement est en dessous parce qu'il est dans un mauvais soir. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette défaite, cette défaite de Manfredi, mais moi, c'est une défaite légèrement amère quand même. C'est un bon combat. Hein. C'est un bon combat. Il faut ajouter que c'est le premier combat de Gatti en poids léger. Hein, et effectivement, il monte de catégorie à ce moment-là. Et c'est pas un cadeau de prendre Manfredi pour un premier combat en poids léger. Manfredi, c'est une tête brûlée, c'est un boxeur là encore complètement fantasque qui commence sa carrière en étant mis KO. Il dit que c'était un lendemain de cuite. Enfin, c'était un type complètement dingue, Manfredi. Et pendant tout le combat, en fait, il a une droite plongeante qui marche très bien contre Gatti. Et petit à petit, il va lui faire gonfler l'œil. Alors après, c'est un combat qui n'est pas une domination, hein, parce que Gatti a ses moments. Il se remet à avancer. Gatti met plus d'activité. Manfredi est plutôt plus précis. Et effectivement, Gatti est arrêté sur blessure. Ça reste un bon combat à suivre. Alors après, j'imagine que Captain, pour le fan ultime d'Arturo Gatti, c'est un peu un crève-cœur. Je le comprends. Ça reste un combat. C'est un combat qui est mineur s'il faut voir que 5 combats d'Arturo Gatti, il n'en fait pas partie. Mais ça reste quand même un très bon combat de boxe. Et puis une défaite dans cette période où ça gagne. Première défaite. Gatti n'avait été battu qu'une seule fois à 130 livres. Il avait perdu un combat avant d'être champion du monde sur décision partagée. Et premier combat à 135 livres. Et cette fois-ci, il commence par une défaite.
Voilà, tout à fait. Je sais pas, vas-y. Oui, oui, et juste avec un Angel Manfredi qui, on se rappelle, avait quand même combattu les 3 derniers rounds avec une blessure à la main. Et malgré ça, Manfredi, c'est vrai, mérite sa victoire. Mais on a encore vu ce que Arturo Gatti avance toujours. Mais voilà, c'est pas le Arturo Gatti des grands combats dont on vient de vous parler et des grands combats qui vont arriver. Mais justement, c'est dans la défaite aussi que Arturo Gatti va essayer de rebondir. Et donc on parle de rebond. Alors quel serait un adversaire idéal pour rebondir face à cette défaite et se relancer? Et alors là, c'est là où les dieux de la boxe ont décidé que Arturo Gatti, il déchaînerait les enfers, quoi. Tu vois, c'est pas un peu, je veux dire. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, aujourd'hui, c'est des hidden gems, c'est-à-dire c'est des pépites presque oubliées, cachées, alors que c'est de la grande histoire de boxe. Et la grande histoire de boxe n'a pas besoin des ceintures, n'a pas besoin des so-called fédérations pour vous sortir des immensités. Parce que là, il n'y a pas de ceinture en jeu dans ce qu'on va vous montrer. Mais en face de Arturo, il y a un autre bonhomme. Grand boxeur, beau boxeur. Enfin, et quelque part, ils se ressemblaient déjà. Et les amis, on est encore dans les années 90. Les années 2000, ça arrive. Mais on n'y est pas encore. Mais on est contre. Alors, le casting, pour revenir, c'est Ivan Robinson. C'est Mighty Ivan Robinson, qui est un boxeur comme Arturo Gatti. C'est un boxeur à l'ancienne. Ce mec-là, super belle boxe, mais tu peux te dire, comme Arturo Gatti, Ivan Robinson, il aurait pu boxer dans les années 40-50 et il aurait performé, il était parfait pour ça. Mais ce qui devait arriver arriva. C'est une guerre. Et c'est une guerre. Et là, vraiment, alors spoiler alerte, il va avoir 2 combats avec Ivan Robinson. Et c'est des combats qui sont absolument magnifiques, qui sont d'une intensité où, tu sais, on dit souvent dans la légende d'Arturo Gatti que le jour où Arturo Gatti a rencontré comment dire, son miroir, quoi, la même personne en face de lui, ça a donné Mickey Ward. Moi, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord pour Mickey Ward, oui, mais Ivan Robinson, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et c'est des combats d'une intensité absolument dingue, d'une technicité quand même qui est là. Je vous dis, la suite séance reste là, mais c'est du à toi à moi et il ne lâche pas. Il n'y a pas de moment, tu sais, de fébrilité, fragilité totale où on voit que ils sont à ça d'être KO, tu vois, malgré ce qui, bah, tu vois, et donc le combat est toujours compétitif. Mais alors, c'est ce genre de combat et notamment le premier. Je suis désolé, moi, je l'ai regardé plein de fois, mais c'est un combat qui m'emporte et je suis pas là à me dire: «Ah, il a gagné ce round. Ah, et d'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est impossible de raisonner comme ça. C'est véritablement impossible et c'est dantesque. Encore une fois, c'est une split décision au final. Ça sera une victoire et ça sera une surprise. Ça sera Ivan Robinson. Mais qu'est-ce qu'il a donné, Ivan? Qu'est-ce qu'il a donné? Mais qu'est-ce que les 2 ont donné? Il y a des moments qui sont à la fois iconiques, mais qui auront manqué un je ne sais quoi, peut-être un knockdown, qui auront manqué à chaque fois un petit truc pour que, encore aujourd'hui, on en parle comme des trucs majestueux. Et ces combats sont majestueux. Mais 98, franchement, Arturo Gatti, Ivan Robinson, Christian, tu l'as commenté pour Canal Plus. En fait, ça doit être difficile à commenter ce combat. Dis-nous, Christian. Oui, alors c'est encore plus difficile à commenter parce qu'on n'est malheureusement pas sur place. À l'époque, bien sûr, quand on parle d'Arturo Gatti, Canal+, on se déplace pour des championnats du monde. C'est une époque où on se déplace pratiquement tous les mois. Donc, on a un contrat et on fait en sorte d'obtenir tous les grands et des bons combats. Et je me rappelle en avoir discuté à la boxe avec Jean-Claude et avec à l'époque, au tout début, c'était Charles Bietri et là, ça va devenir Michel Denisot qui va donc prendre la direction des sports. On se dit, il faut surtout pas lâcher Arturo Gatti, même si on le diffuse pas en direct, si on le diffuse le dimanche soir dans l'équipe du dimanche, il faut qu'on ait du Gatti. Et quand vous avez
Donc le foot et la boxe, et on vous dit écoutez, regardez, restez devant vos télé, parce que ça, on le diffuse pas dans la nuit, on le diffuse donc le jour d'après ou quelques jours après. On est persuadé qu'il va se passer quelque chose. Quand on a ce combat et qu'on le commente avec Jean-Claude, mais on devient entre guillemets hallucinant. On a un Arturo Gatti, on le connaît, Evan Robinson, on le découvre. Et on découvre, alors tout à l'heure, on parlait de Ring Magazine. Ring Magazine s'invite une nouvelle fois en 1998, puisque ça va être décerné comme le combat de l'année. On a Robinson qui va quand même à terre, et donne dans le quatrième round. Et on a un Gatti qui est dans cette catégorie des poids légers. C'est son deuxième combat, 7 mois simplement après celui de Manfredi. Et c'est sa deuxième défaite dans les poids légers. Donc voilà, il faut aussi avaler la montée de poids, et puis avoir des boxeurs et faire des guerres comme ça, je dirais tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Arturo Gatti, il est capable de les faire, mais il est capable aussi de ne pas les gagner. Voilà, tout à fait. C'est inhumain. Vas-y, Antoine. Dès le premier round, Robinson est incroyable dans ce combat. Ce mec qu'on n'avait pas vu venir, qui avait perdu ses 2 combats précédents, si je dis pas de bêtises, et qui est quelque part choisi pour relancer Gatti. Oui. Ce soir-là, il est dans la forme de sa vie. C'est incroyable. C'est un robot. C'est-à-dire qu'il boxe qu'en combo. Il met que des combos très précis, extrêmement rapides de bras. C'est une impression visuelle complètement folle. Et finalement, il est presque grisé par ça, Robinson. Parce que round 1, round 2, il a trouvé son groove, il est à bloc et il domine Gatti, qui est un peu moins rapide en fait, qui en met, hein, effectivement, il attaque, mais il est un peu dépassé. Et ce qui rend le combat mythique, c'est quand au 4e round, Gatti arrive à le contrer et à l'envoyer sur les fesses sur un gauche-droite. Et là, ça rééquilibre effectivement les débats. Mais moi, ce que je retiens de ce combat, c'est le fait que Robinson, en début de combat, c'est un boxeur parfait. Et le défi qui est proposé à Gatti à ce moment-là est complètement fou. Il y a les moments Gatti, hein, il y a l'œil qui commence à enfler, il y a les séries interminables qu'il prend pour en remettre en toute fin de round. Ça, c'est plutôt round 6, si je dis pas de bêtises. Il y a un moment aussi, parce que tu as l'impression presque d'avoir affaire à Meldrick Taylor à certains moments quand tu regardes, il est aussi de Philadelphie, quand tu regardes Robinson. Pas faux. Et il pousse la ressemblance avec Taylor assez loin, parce que au dernier round, c'est un combat en 10. Et au tout dernier round, à moins d'1 minute de la fin, Gatti le sonne, parce que Robinson en remet. Peut-être qu'il n'a pas confiance, il se sent à Atlantic City, il se dit que les juges seront peut-être plus du côté de Gatti, etc. Donc, il en remet alors qu'il peut y mettre point. Et Gatti le fracasse sur la fin, il lui met il le touche, il reste 50 secondes, et il le touche, et Robinson arrive à survivre, mais il est en survival mode pendant toute la fin du combat. Peut-être que pour que ce combat-là ait plus marqué les esprits, il leur a manqué peut-être un chaos spectaculaire sur la fin, il leur a manqué, mais c'est complètement fou. Enfin, objectivement, c'est un combat magnifique. On parle beaucoup des combats contre Ward parce que derrière, il y a la camaraderie d'armes, il y a l'histoire humaine qui va plus loin que Gatti Robinson, bien sûr, mais pugilistiquement parlant, c'est un moment très impressionnant. Et Gatti, je me mets à sa place 2 secondes. Une fois de plus, on le met face à Robinson pour qu'il redémarre sa carrière. Et en début de combat, il a affaire au boxeur parfait. Donc la façon qu'il va avoir de réagir derrière et d'arriver à dépasser ça, enfin psychologiquement, il fallait en être. Les Pirates, regardez ce combat, et en particulier les premiers rounds, et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc vraiment un combat extraordinaire, bien sûr. Et je ne l'ai vu qu'après. Je ne l'ai pas vu en direct, ce combat-là. Je ne l'ai vu qu'après. Et quand je l'ai redécouvert, je me rappelle avoir été complètement ébahi. Oui. Bah, il y a une chose aussi pour rebondir sur ce que dit Antoine. Effectivement, on est ébahi. Nous, on est ébahis, et Jean-Claude, lui, il commente et il me dit, mais il se croit revenu au Hagler Ernst, au grand combat des poids moyens dans les années 80 avec Gatti. Voilà, on le dit, on se déplace, on est là tous les mois aux États-Unis, mais à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a un combat qu'on va retenir, c'est un combat où on aura ce Arturo Gatti. On peut lui rendre hommage, hein, parce que
c'est celui qui a fait rêver beaucoup de fans dans les années 90. Alors vous avez des gens qui vont vous dire: «Oh, la boxe c'était mieux avant». Donc si vous parlez à un puriste, il vous dira: mais c'est qui?» Non, non, on va vous parler de Tyson, on va vous parler de De La Hoya, on va vous parler des grands noms qu'on a combattus, qu'on a pardon, pas combattus, qu'on a suivis. Mais un vrai puriste, il va vous dire Arturo Gatti. Et il est en train de le prouver, il va encore le prouver dans les quelques années qui vont suivre. Complètement et puis c'est un bloc, ce duel-là, c'est un bloc, c'est 2 combats que je trouve qui font bloc, en fait, qui a une sorte de certaine continuité, heu enfin d'une qualité rare et qui rentrent dans l'histoire, en fait et en fait et c'est là où il y a aussi cet aspect d'Arturo Gatti, c'est que, heu, des vraies défaites d'Arturo Gatti, on va en parler d'une vraie défaite qui est, une défaite, claire, nette et brutale et qui fait mal. Mais sinon, les défaites d'Arturo Gatti ne sont pas vécues comme des défaites. Elles sont vécues comme, en fait, comme une offrande à la boxe, tu vois? Ouais, il perd 2 fois contre Ivan Robinson, mais c'est une telle offrande à la boxe que quelque part, je veux dire son aura, son charisme et cette envie de devenir fan d'Arturo Gatti, elle est démultipliée chez les fans. Oui, Heu, mais parce que à la fin, quand on voit des combats comme ceux-là, il y a pas de bien sûr que sur le papier, il y a un vainqueur, un perdant, mais à chaque fois, il y a 2 vainqueurs qui sortent du ring grandis. Et c'est en cela que Arturo Gatti, on peut, repenser à tous les grands boxeurs. Lui, il donne jusqu'au bout et à la fin, même s'il est perdant, il a gagné. Il a gagné le cœur des gens, il a gagné le cœur de tous les aficionados et puis il a gagné le cœur de la boxe. Exactement. Gagner le cœur des gens et c'est exactement ça et finalement, c'est assez rare et c'est pour ça que le lien devient très, très, très fort, mais on vous conseille là. Alors après sportivement maintenant, quand on reste que sur le sportivo-sportif si je puis dire, effectivement, c'est une accumulation de défaites. Avec Ivan Robinson, c'est 2 défaites de Ouais. suite, voilà et donc il faut se remettre et là vraiment, il va y avoir un retour de Arturo Gatti qui va se remettre bien, qui va en plus je crois changer de catégorie aussi. On va le voir boxer, Il va passer à 140 livres, ouais. ouais, à 140 livres Mmh. au Mmh. Foxwood Resort. Il va boxer en retour après ce combat-là au Foxwood Resort qui est dans le Connecticut, je crois et retenez bien, hein, ça va être un endroit qu'on va reparler en 2003. En 2002, excusez-moi et ensuite, et ben, il y a un combat en sous-carte, d'une autre légende pour peut-être commencer à faire miroiter un combat entre l'un l'autre. Et là, Christian est sur place. On est au Madison Square Garden et un énorme KO d'Arturo Gatti contre Joey Gamache. Contre Joey Gamache qui était qui avait été un champion dans une catégorie inférieure. Mais ce KO, vous l'avez déjà peut-être vu, on le regarde. KO meurtrier, voilà, les yeux révulsés de Joey Gamache, qui est, entraîneur, notamment entraîneur de Towali. Et finalement, de cette soirée, ben, on retient ce chaos d'Arturo Gatti et on oublie que Oscar de la Hoya a eu une soirée au Madison Square Garden, Christian. C'est quand même incroyable. Ton micro, Christian. Oui, oui, parce que c'est toujours ce qu'on dit, quoi. Il y a toujours 2 main events avec Gatti et puis bon, quand on pense à Joey Gamache, bah, c'était une belle gueule, hein, mais quand on voit effectivement sur les quelques images que vous avez données ici, tout simplement, quand on se dit Oscar de la Hoya est là, mais voilà, on commence à se dire il y a des choses qu'on a envie de voir. On a envie de voir aussi Arturo Gatti face à des boxeurs comme Oscar de la Hoya, comme des boxeurs qui sont un petit peu plus, je dirais, style. Et Arturo Gatti, lui, il a envie, mais dès qu'on lui propose un vrai combattant, je vais pas dire qu'il y va en courant, mais il accepte. Et c'est vrai que la carrière et la vie de Arturo Gatti, elle aura été faite de combats durs, de combats sur lesquels on avance, on ne recule pas. Lui, que ce soit Oscar de la Hoya ou d'autres boxeurs qui peuvent l'affronter, il n'en a cure. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la boxe et la boxe dure.
Mince, j'avais coupé mon micro, donc vous m'avez pas entendu. Effectivement, donc ça prendra 1 an. Ça prendra 1 an pour faire le build-up de ce combat de Naoya Gatti. Entre-temps, alors il y aura une petite polémique sur le combat contre Gamache parce que Ouais. le KO est tellement impressionnant, on a tellement eu peur pour Gamache. Vraiment, il y a eu une peur. Je sais pas, toi, je sais pas si tu as le souvenir, Christian, tu étais sur place, qu'il y a eu une sorte d'effroi, qu'il y a eu, on a eu vraiment peur pour lui. Et donc, on avait dit, ouais, mais il y a la réhydratation de Gatti a été trop forte, c'était, comment dire, le combat n'était pas fair. Enfin bref, allez vous renseigner sur. Il y a eu une petite Ouais. polémique à la suite de ça. Il a repris une petite vingtaine de livres en fait entre la pesée et le soir du combat. Et effectivement, le camp Gamache derrière va argumenter en disant que c'était trop et que c'est forcément louche et que c'est pas juste et que etc. Bon, la vérité, c'est que le pauvre Gamache, il était complètement surclassé de toute manière. Hein, il n'était pas Ouais. dans la même au même niveau. C'était un boxeur méritant. Gamache, je crois que c'est le seul champion du monde de l'histoire du Maine. C'est une trivia box. Ouais. Il y a eu une seule playmate pour le magazine Playboy originaire du Maine et il y a eu un champion du monde de boxe originaire du Maine. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de l'info, je crois qu'elle est vraie. Toujours est-il que le malheureux s'est fait assommer. Ça devient quand même Gatti, faut pas l'oublier. Hein. C'est super pour un fan de boxe, mais il y a des images éprouvantes. Hein. Enfin, c'est le KO de Gamache, il fait un peu mal au ventre. Et je reviens 2 secondes sur le deuxième combat contre Robinson. Il y a des moments, je me rappelle, si vous regardez les images du combat, mettez le son à fond. Il y a des moments où, dans ce combat-là en particulier, où les coups font un bruit, c'est des coups de maillet sur une carcasse de viande, quoi. Enfin, les coups détonnent comme pas possible, et c'est un petit peu éprouvant. Et il y a un moment iconique dans la revanche, justement, je sais plus quel est le commentateur qui dit ça, il dit Arturo Gatti a perdu son permis de conduire, il devrait bientôt le récupérer, mais maintenant il a juste l'air de quelqu'un qui s'est fait frapper par un bus ou par un camion ou je sais pas quoi. C'est un moment un peu mythique de ce combat-là. Donc effectivement, enfin, oubliez pas que Gatti, c'est mythique, mais il faut avoir un peu l'estomac quand même, l'estomac bien accroché pour digérer ces combats-là. C'est extrêmement sauvage et oui, tout à fait, tout à fait. Et donc on va aller sur ce build-up. Oui, et puis juste pour terminer sur Joël Gamache, il faut quand même se rappeler qu'il aura passé 1 semaine à l'hôpital suite à ce KO et qu'il terminera sa carrière, il ne reboxera plus jamais. C'est ça. Donc il y a aussi la cruauté aussi de la boxe, c'est aussi des histoires comme ça, voilà. Effectivement, tu as raison. Mais il se porte bien, hein, il est entraîneur maintenant, voilà, tout va bien. Et donc on va arriver sur ce build-up avec le combat de Oscar de la Hoya. Entre-temps, Arturo va, en septembre 2000, va faire son seul et unique combat à Montréal. Il fera son seul et unique combat à Montréal. Dans la continuité, et arrive donc l'année 2001. On est à Las Vegas, et pour être clair, c'est un De La Hoya combat. Mais on lui apporte un nom qui résonne bien. Regardez l'affiche. A Real Hero Returns. Et alors là, l'affiche, celle-là, elle me pose problème. On l'adore, Oscar. On l'adore. Comment dire, on a fait la discussion Oscar de la Hoya avec Christian Delcourt il y a quelques années de ça. Voilà, on l'adore. Mais quand tu dis A Real Hero Returns, non, Two Real Hero Returns. Two, pas un, deux. Voilà. L'autre affiche qui est beaucoup plus sympathique, de la Hoya Gatti. Donc ça va être au MJM. Hein, c'est vraiment c'est le jardin de Christian et de Jean-Claude Boutier à l'époque, au MJM, et pour un combat qui n'en est pas un. Parce que là, Oscar, lui, il était vraiment dans une dynamique de retour après les défaites contre Trinidad notamment, et contre Mosley. Et il était dans une dynamique de retour. Et là, il est pour un retour, et c'est un retour impressionnant, et Gatti n'y est pas. Et Gatti certainement ne boxe dans une catégorie et surtout face à un adversaire où là c'est les limites, quoi. Il peut pas faire plus que la nature puisse faire pour lui, quoi. Donc comment tu l'as vécu, toi, Christian, ce combat, et quel souvenir t'en gardes? Ce 24 mars 2001, Gatti il fait face à la superstar de la boxe, même si De La Hoya a perdu.
mais on a, je crois que quelques mois auparavant, on était allé voir Oscar de la Hoya à l'entraînement à Big Bear. Et Oscar était vraiment bien physiquement. Et on le voit d'ailleurs sur le ring, il est très, très bien préparé, affûté. Et puis surtout, il n'a pas peur d'aller au combat. Il l'avait dit auparavant, maintenant, j'ai perdu peut-être, bah, on va pas dire bêtement, on se rappelle notamment des défaites contre, vous l'avez dit, contre Mosley et puis encore plus contre Trinidad, où à un certain moment, mais il a couru sur le ring en se disant ça y est, c'est dans la poche, j'ai gagné les premiers rounds, etc. Et là, dès le premier round contre Gatti, il se dit il faut qu'il y aille. Et les deux boxeurs en fait vont se livrer une véritable guerre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que il y a deux boxeurs différents, deux classes différentes, et ça se matérialise par un voyage au tapis de Gatti à la première reprise. Et surtout, c'est la première fois qu'on voit Oscar de la Hoya mitraillé vraiment d'enchaînement au corps durant pratiquement tous les rounds. Et c'est en cela que le public va être complètement derrière aussi de la Hoya, mais aussi derrière ces deux combattants qui livrent un super combat. Golden Boy va l'emporter dans la 5e reprise. C'est du bon de la Hoya. C'est peut-être du un peu moins bon Arturo Gatti, mais c'est toujours du très très haut niveau. Et toi, Antoine? Ouais, c'est un combat qui se dispute en welter, et les welter, tu sens que déjà pour Gatti, c'est un peu haut. La marche est un peu haute en poids, qu'il est plus à son optimum physique, alors que De La Hoya, à côté de ça, qui sera titré jusqu'en moyen, il a plus de moyens physiques et ça se sent très vite. En fait, quand vous regardez le premier round, vous vous apercevez que Gatti arrive à toucher De La Hoya. Ça commence à chamailler quand même vers la mi-round. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'observations comme d'habitude. Gatti essaie pas de rester trop devant par rapport à d'habitude parce qu'on sent quand même qu'il sait que De La Hoya a des moyens, à un punch, à un bras avant qui va lui faire mal. Mais De La Hoya est touché une fois ou deux et on voit qu'il prend très bien le punch de Gatti en fait. Il le prend. Et à partir de là, les dés sont pipés et tu sais très bien que ça va se passer très mal pour Gatti parce qu'à partir du moment où son adversaire a pas peur de lui, bah, il va dérouler sa boxe. Et De La Hoya va dérouler sa boxe. C'est magnifique, hein, mais il met combo sur combo, il fait mal à Arturo, ça se voit très bien. Et vraiment, c'est brutal. Hein. Là encore, c'est pas un combat très agréable à regarder. Alors, je me mets en plus à la place du hardcore fan de Gatti que tu es, Captain. Ouais, c'est des images un peu, quand c'est déséquilibré comme ça fait pas du bien. Ah, puis l'image, tu sais, il est bien relancé, Oscar. Voilà, il est poussé contre les cordes, il a un coup au corps et il tombe, Arturo, et avec son visage, encore une fois, c'est tellement cinématographique, tu vois comment dire, la détresse et la souffrance et tout ça. Comment dire, l'expressivité d'Arturo Gatti aura contribué à rendre encore les moments d'autant plus iconiques. Parce que c'est très très marquant pour la rétine, mais c'est une grande victoire pour De La Hoya qui relancera très fort Oscar De La Hoya. On l'oublie un peu trop souvent, mais parce qu'on se dit Oscar De La Hoya, ça revient fort avec Fernando Vargas et tout ça. Non, ça revient fort déjà avec Arturo Gatti. Voilà. Et ça fait partie des combats que Christian a pu voir en réel de Arturo Gatti. Hein. Et ça, c'est toujours un plaisir. Ah, ça, c'est toujours un plaisir. Ça nous fait surtout plaisir de découvrir vraiment ce boxeur en réel et puis surtout l'ambiance, quoi, parce que Gatti, il est apprécié et à chaque fois, le public on se rappelle notamment de ce combat-là, à certains moments, le public était en furie parce que même si Gatti est dominé, il est là, il répond présent et c'est ce que le public attend. Il attend un combat, il attend pas un match. Tout à fait. Est-ce que tu as pu, pendant les jours médias, de la semaine, est-ce que tu as pu tu as pu le rencontrer, l'observer, voire parler avec lui? Oui, tout le temps. Tout le temps qu'on a été sur place, on a toujours fait interview des 2 boxeurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'est des petites interviews, hein, où on a 2-3 minutes, c'est vrai que Arturo Gatti, voilà, c'était un bon Canadien, un bon petit Canadien, très sympathique, toujours le sourire. Voilà, je me rappelle plus de l'interview,
mais voilà, quelqu'un auquel on a envie de parler, qu'on aurait eu envie de connaître un petit peu mieux, comme on a eu la chance de le faire avec Oscar de la Hoya. Mais oui, on l'a rencontré effectivement, Il avait une et certaine c'est sympathie qui toujours sortait de un lui. super souvenir, quoi. Mmh. Et est-ce qu'il avait j'ai l'impression qu'il donnait vraiment il y avait une sympathie qui transparaissait de lui, Christian, pour toi qui a pu l'observer? Il avait toujours un petit sourire, et puis c'est vrai, une belle petite gueule. Non, c'est sympa, de voir que, des boxeurs comme ça, ne se prennent pas non plus, au sérieux. Ils sont sérieux sur le ring, mais à l'extérieur, ils se prennent pas au sérieux, et c'est en cela qu'un boxeur comme, Arturo Gatti fait du bien à la boxe. Ouais, incroyable. Et donc bon, là, c'est une défaite. Là, c'est une défaite, clairement où, comment dire? Là, il y a pas une victoire morale ou autre ou que je ne sais quoi, comme on a pu le dire auparavant. Je tiens à préciser aussi que donc on est en 2001 et si Arturo Gatti s'arrêtait là, Arturo Gatti, c'était une légende de la boxe. Il avait pas besoin de ce qui va arriver après pour déjà être une légende de la boxe. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe ne vient que renforcer la légende. Et là, je veux bien parce que comme tu le dis souvent Antoine, tu sais, on parle souvent du Hall of Fame, on adore ça. On dit il y a des Hall of Famers, il y a Hall of Famer et Hall of Famer, c'est-à-dire il y a des mecs, c'est des indiscutables et puis il y en a qui passent par le trou de un peu qui rentrent par le trou de la souris, hein, on avait déjà eu cette discussion. En termes légendaires, il y a légende et légende, tu vois? Et je veux dire, là, c'est une légende et en fait, tout ce qui va se passer ne fait que renforcer la légende, ne fait que renforcer le roman, de sa vie, ne fait ne voilà. Et c'est moi, pour moi, je reste ébahi par ça et j'en resterai toujours ébahi. On est en 2001. De l'autre côté, du continent, en 2001, dans une petite réunion ESPN, un combat de dingue arrive avec un mec qui revient fort en forme. Alors qui a eu une trajectoire très difficile. Très bon boxeur, mais qui a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que pas de promoteur et tout ça. Il s'appelle Mickey Ward. Et Mickey Ward contre Emmanuel Burton ou le Drunken Master va sortir un combat encore en 10 rounds, hein. C'était vraiment des mecs de 10 rounds, hein, Gatti et Mickey Ward va sortir un combat absolument dingue, absolument dingue. Arturo Gatti qui a pris sa défaite contre De La Hoya revient, mais dans des petits combats et tout ça. Et là, il y a Main Event, parce que c'était Main Event, Cathy Duva, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu parler d'Arturo Gatti, réfléchissent à comment relancer Arturo, mais pour sa fanbase. Pour sa fanbase. Et sa fanbase, je vous l'ai dit, elle se cristallise à Atlantic City et sur la côte Est. Donc, ils vont pas aller à Atlantic City, ils vont aller à Foxwood Resort, le casino à Uncasville. Et on se dit, avec le combat que vient de faire Mickey Ward, en plus, il est dans une bonne période, lui qui aurait dû avoir une autre carrière, il est dans une autre période. Arturo Gatti, Mickey Ward, bon, c'est le match-up pour les fans hardcore de boxe. On sait qu'il va se passer quelque chose. Il peut pas en être autrement. On le sait. Voilà, HBO est très content. Boxing After Dark, c'est pour HBO. Voilà, mais c'est vraiment pour les fans hardcore et pour ceux qui ont déjà le culte de Gatti. Et là va se passer en fait tout ce qui devait arriver arriva. Mais le monde n'était pas prêt à ça en fait. Le public n'était pas prêt, les commentateurs n'étaient pas prêts. Tout le monde l'espérait, mais en fait, quand ça arrive, mais t'es pas prêt à ça. T'es pas prêt à vivre ça. T'es pas prêt à vivre 10 rounds de folie furieuse comme ça. Dans un combat où le dantesque va être présent. Mais revoyez ce combat et il est fou. Et ce qui est fou aussi, c'est se dire que la salle n'est pas complètement remplie. Il y a encore quelques petites places. C'est fou, mais c'est fou à penser, quoi. Et ce combat entre les deux va devenir incroyable. Dès le deuxième round, on sait qu'on est parti sur quelque chose qui va être hyper excitant. Au troisième round, on a la confirmation. Je crois que c'est au quatrième, Arturo est vraiment bien. Oh là là, le quatrième round. Cinquième round, Mickey Ward avec un enchaînement absolument légendaire d'une rapidité folle revient dans le match. Et là, c'est Dieu, à toi, à moi, à toi,
à moi jusqu'à ce 9e round. Et là, je passe la parole à Antoine. Ce qui est marrant dans ce combat, c'est que objectivement, retour rapide sur les combats de préparation de Gatti. Gatti, peu de temps avant, il a boxé un ancien challenger mondial qui s'appelait Tyrone Millette. Et on a vu arriver un peu un nouveau Gatti, c'est-à-dire un type qui essayait de boxer et de pas trop prendre de coups. Et d'ailleurs, Millette, lui, il décide d'affronter Gatti en boxant les mains basses. Et donc, il finit puni comme... J'ai oublié. Mais... Excuse-moi, Antoine, mais j'ai oublié de le dire, tu as raison. C'est une association aussi. On a parlé de Joe Souza tout à l'heure, mais c'est l'arrivée de Buddy McGirt. Eh oui, voilà. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Et on se demande si Gatti va pas miser sur un peu autre chose. Enfin, essayer de faire parler la sweet science, enfin essayer de faire parler autre chose que l'agressivité, que l'agression. Et en fait, et surtout Ward, en fait, il est là, quelque part, il est un peu là pour ça, Ward, parce que Ward, c'est un bagarreur et c'est un type contre lequel tu brilles en tournant, en donnant ton jab, etc., etc. Et les je sais pas, la première minute et demie du combat, Gatti fait un peu comme ça, il fait le boxeur, il fait un peu le joli, etc., etc. Et tu te doutes pas à ce moment-là que tu vas assister à une guerre de tranchées, comme tu en as à peu près jamais vu, ou en tout cas ailleurs que dans les images en noir et blanc. Et ce round 9, mais j'ai du mal à le décrire, ce round 9, parce que tu parlais de la figure de Gatti. C'est un plan absolument incroyable, un coup au corps que sait donner Ward beaucoup mieux. Ward n'est pas un bon technicien, mais il sait donner le coup au corps. Il sait le faire. Voilà. Gauche au corps, il a le geste parfait pour le faire. Et il tape là encore. On est au début du round, si je dis pas de bêtises, quand il touche Gatti au foie. Et Gatti, il est transfiguré. C'est un masque de souffrance comme on en a très rarement vu sur un ring. Et là, le combat, il est fini. Il n'y a pas de... Voilà, il est fini, ça arrive. Vous voyez, De La Hoya, il est tombé sur un coup au corps de Bernard Hopkins. Le combat, il était fini. Bon, on a beaucoup critiqué De La Hoya après, mais Gatti a l'air de souffrir 1000 fois plus. Ouais, 1000 fois plus. Et il se relève et il prend la grêle et il est mort et il contre Ward. Il reprend le dessus sur Ward et il en reprend. Il y a 4 séquences différentes dans ce round. C'est un des plus grands rounds de l'histoire de la boxe. J'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est comme ça. Et c'est le round qui te fait dire, en effet, tu parlais de victoire morale ou pas. Déjà, la trilogie Gatti-Ward, toute la trilogie Gatti-Ward, c'est une trilogie où tu peux te dire, voilà, faut pas l'analyser sur... c'est intéressant de mettre des points. C'est toujours intéressant de mettre des points en boxe, mais tu perds un peu l'essentiel. Et là, tu as toute l'histoire des Gatti-Ward sur ce round 9, qui est un truc de maboule absolu, avec le round 10 de Corrales contre Castillo, avec le round 10 du premier Holyfield Bow. Enfin, c'est de ce niveau-là. Et c'est toute une tragédie en 3 minutes. C'est absolument passionnant. C'est un concentré de boxe. Et pour la petite histoire, Ward va finir par l'emporter au point, une victoire un peu inespérée de la part d'un type qui était un cheval de retour, que personne n'attendait plus vraiment à ce niveau-là. Mais l'important, c'est qu'on a assisté on a repoussé des limites physiques, on a repoussé des limites dramatiques, on a obtenu une forme de perfection en fait sur ce round-là devant une salle dont tu as très bien fait de rappeler, Captain, que on voit sur tous les plans larges qu'elle n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine. Ce qui te donne l'impression en fait d'assister à de mecs qui se cachoutent sur un ring à côté d'Amiens. c'est de la boxe. Enfin, les mecs qui sont là vraiment pour s'en mettre, qui se foutent un peu de ce qu'il y a autour. Il y a ce côté très essentiel, très très brut. Et ça repousse les limites de comment de perception et de conception des choses, parce que ce round-là, alors écoutez-le bien sûr avec Christian Desclos et Jean-Claude Boutier évidemment, mais écoutez-le aussi avec HBO, parce que ces mecs-là de HBO qui étaient rompus à tout et qui étaient qui quand même, on sentait parfois qu'ils étaient quand même assez blasés, il fallait en faire beaucoup pour eux. Ces mecs-là demandent à Frank Cappuccino, l'arbitre, il aura son importance cet arbitre, hein, parce que c'est l'arbitre qui n'a pas arrêté, justement. Tu vois, c'est l'arbitre qui n'a pas arrêté. Tu vois, et ils disent you can stop it anytime, Frank, you can stop it anytime. Ils sont en train de gueuler au micro, tu peux arrêter à n'importe quel moment, parce que même eux,
ils sont plus capables de recevoir ce que les mecs sont en train de donner. Vas-y, Christian. Oui, oui, c'est tout simplement aussi parce que quand on parle de boxeur et d'un boxeur comme Arturo Gatti, il a des armes redoutables. Il a notamment ce crochet. Mais quand l'arbitre n'arrive pas à les arrêter, c'est aussi tout simplement pourquoi? Parce qu'il le sait. Il a deux armes qui sont encore plus redoutables que son crochet gauche. C'est en fait le cœur et le courage. Du cœur et du courage, Gatti, il en a eu à revendre, mais tout au long de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, chez un humain, chez un boxeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et quand on a un arbitre au milieu d'un ring et qui se retrouve avec deux bêtes, deux féroces bêtes comme cela, effectivement, il est là. Il sait aussi qu'il est dans l'événement. Il est en train, au plus près de ces deux boxeurs, il sait que c'est l'événement, que c'est le combat de l'année, que c'est quelque chose même que lui n'a jamais vécu. Et quand on est ici, on essaye d'être aussi invisible quand on est arbitre. On essaye d'intervenir le moins souvent possible. Et quand on connaît la qualité de frappe d'Arturo Gatti, on sait qu'il peut revenir à chaque moment, qu'il peut frapper, qu'il peut descendre un adversaire. Mais qui aurait cru qu'un Mickey Ward allait donner une réplique comme celle-là à Gatti? C'était quand même son 38e succès. Il disputera encore 2 combats après, et ces 2 combats après, ça sera contre qui? Bah, de nouveau Arturo Gatti. Et voilà. Et la création il avait dit qu'il arrêterait, je crois. Si jamais il perdait le premier combat contre Gatti, il avait dit j'arrête ma carrière. Or, il le gagne. Et ce faisant, il nous donne un bonus formidable parce qu'on a les 2 d'après. Ce qui est, exactement. Exactement. Et c'est la création d'une trilogie que moi je considère au-dessus de tout parce qu'elle est en fait elle est au-dessus du sport et d'une trilogie c'est une trilogie enfin au moment des faits on ne sait pas encore etc mais c'est la création d'une amitié sur écran dans la réalité qui est montrée aux gens. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement beau, vraiment la dignité de ces hommes en sortant de ça, c'est extraordinaire. Et Arturo Gatti malheureusement a besoin d'un rematch pour cela. Et va avoir le rematch. Alors le rematch va aller à Atlantic City, dans le grand Atlantic City, parce que là tout est fait. Et là tout le monde est là. Tout le monde attend. Et il y a ce combat. Moi, j'adore Mickey Ward qui rentre avec son petit maillot de baseball de sa petite ville du Massachusetts et tout, qui reste fidèle à lui-même. J'adore ça. Enfin, Arturo Gatti, t'entends le Thunder qui est dans le Broadwalk Center de Atlantic City. Je te dis, enfin, moi, j'ai des frissons, quoi. J'ai des frissons. Et il y a ce combat, un combat où là, Arturo va faire extrêmement plaisir à James Buddy McGirt. James Buddy McGirt le dit, ce soir-là, Arturo, il est dans la zone. Tu sais, in the zone. Il est dans la zone, on l'a mis dans la zone, et il n'a pas vrillé une seconde. Il fait, selon Buddy McGirt, ce combat-là, c'est son masterclass. Et je suis bien d'accord. Parce que il va boxer, il va montrer que en boxe, en pugilisme scientifique, il est au-dessus de Mickey Ward. Et alors, on n'est pas dans un combat dantesque comme le premier, mais sauf que des moments dantesques dans le combat vont quand même advenir. Et il y a ce 3e round où Arturo est tellement bien qu'il va knocker complètement Mickey Ward. Et Mickey Ward va dire, quand je tombe, je suis aveugle. Je suis aveugle. Je me relève, tout ça, je suis aveugle pendant plusieurs secondes, je ne sais pas combien, mais pendant plusieurs secondes, il est aveugle. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Et il y a cet enchaînement. Ils sont l'un contre l'autre, tête contre tête. Et Mickey Ward qui savait faire des enchaînements très rapides, comme ça, et ça aurait pu complètement tourner le combat. Et tu vois Arturo qui est dans un moment où il dit, je repars à la guerre ou je reste dans mon combat. Et peut-être qu'il a fait la démarche, peut-être qui était la plus dure naturellement pour lui à faire, c'est de rester dans le combat et pas aller à la guerre, et de continuer à faire un masterclass de boxe. Très beau combat. Alors bien sûr, quand tu sors du premier, c'est difficile,
mais deuxième très beau combat et surtout, c'est la nuit d'Arturo Gatti. Qu'en pensez-vous? On va commencer avec toi, Christian. On a un petit décalage. Ouais. Quand on parle de trilogie, on a eu des grandes trilogies dans l'histoire de la boxe. Hein, on se rappelle Bo Holyfield, on se rappelle de Frazier contre Ali, pour ne citer que les plus grands, et notamment dans la catégorie des poids lourds. Mais là, on a affaire à une trilogie, qui, dans le temps, c'est 3 combats les uns après les autres. Celui-là, c'est le deuxième. On n'attend pas. On signe pour le premier, il y a une revanche, on fait la revanche et il y aura la belle. Mais c'est vrai que sans titre en jeu. Et sans titre en jeu, oui. et que des 10 rounds. Et c'est pour ça. Nous, on reçoit les, quand on dit les cassettes, en fait, c'est pas, on reçoit pas les cassettes. Le combat tombe dans la nuit, mais on ne regarde pas dans la nuit, on le commente. Après, on le commente pour le dimanche soir, je crois, ou dans l'émission. Non, c'était pour notre émission de boxe et l'hebdo boxe. Et on voit le combat et qu'on se dit, donc on le regarde avant. On se dit mais c'est incroyable, quoi. C'est une vraie boucherie. Et c'est vrai que Arturo Gatti contre Ward, c'est pas le même combat que le premier, mais c'est du très grand art et c'est de l'art brusque. Ouais. Et toi, ce deuxième combat, Antoine? Comme tu le dis, c'est un combat sur lequel Gatti a une vraie emprise. On va pas se mentir, c'est un combat qui est dominé. Il y a des moments où Ward aura de bonnes séquences, mais Gatti trouvera toujours une façon de lui faire payer à la fin du round. Il est plutôt en contrôle, il est plutôt en maîtrise. La droite à la tempe qui met à Ward est quand même un truc très impressionnant au 3e round. Comme tu dis, je comprends que Ward il voit plus rien après parce que c'est s'en mettre d'un coup à la tempe comme ça, c'est vraiment pas évident. Le combat aurait pu être fini très très vite contre un adversaire moins dur au mal que Ward. Ce qui ajoute, alors t'as rappelé effectivement la tenue de Ward quand il arrive sur le ring. L'autre chose qui ajoute, déjà il y a une brutalité dans ces combats, il y a un mano à mano, il y a une façon de tout donner qui rappelle les temps anciens, juste c'est pas en noir et blanc. L'autre truc, c'est qu'effectivement, faut pas l'oublier, ce qui rajoute quelque chose à la mythologie, au côté mythique de ces combats-là, c'est que c'est l'Irish américaine du Massachusetts contre le mec qui passe pour un Italo-américain du New Jersey. Donc, c'est 2 stéréotypes. Et ça, c'est la boxe des champions, les 2 communautés qui s'affrontaient. C'est comme ça qu'on vendait la boxe à cette époque-là. Et là, c'est très perceptible. En effet, ils n'auraient pas pu mieux se choisir l'un l'autre, même si on l'a dit, Gatti est un faux Italo-américain, entre guillemets. Il passe très facilement pour... Et ça rajoute encore quelque chose... Enfin, ça inscrit ce combat dans les grands affrontements des années en noir et blanc. Et ce combat-là, même si il est relativement... c'est un petit peu comme Ali Frazier 2, si on compare l'incomparable, parce que vraiment tout est différent, mais voilà, il y a un combattant plutôt en maîtrise, objectivement, et ça reste bien, mais peut-être inférieur, c'est pas pour rien d'ailleurs si les 2 autres ont fini combat de l'année, peut-être inférieur au premier et au 3e. En revanche, alors là, je me remets à la place de l'ultra fan de Gatti. Quel plaisir pour le capitaine de voir Gatti. Voilà. Et Gatti, attention, comment il est en maîtrise. Regardez les dernières secondes du dernier round du deuxième combat. Gatti il tourne. Gatti fait pas ça. Mais là, il fait ça. Il tourne parce qu'il sait qu'il a montré que c'était aussi un boxeur. Voilà. Sauf que le combat est extrêmement plaisant à suivre. Il est brutal, etc. Mais du point de vue du spectateur, il est extrêmement plaisant à suivre et d'autant plus présent que Eddie Bio, dès la fin de combat, ils se sont quand même régalés. Donc, ils insinuent peut-être un 3e combat, comme ça, et il n'y a pas de problème. Alors que, en fait, Cathy Duva, elle l'a dit dans des interviews et elle me l'a redit. Quand il sort du 2e combat, en fait, ils ont une opportunité, avec cette belle victoire, ils ont une opportunité pour un titre. Et donc, elle voulait que Arturo il fasse le titre et que après, peut-être sa possible première défense de titre, pourquoi pas Mickey Ward, si ça lui fait plaisir, tu vois. Mais voilà. Et là, tu as Arturo, parce que l'amitié
entre ces deux hommes était là, l'amitié était là, et Arthur il fait non, Mickey Ward il a pas discuté pour me donner son rematch et j'en avais besoin. Là il veut un troisième combat, je lui donne un troisième combat. Je combats lui et personne d'autre. C'est comme ça. Tu vois là, la boxe c'est aussi un business. La boxe c'est une carrière. La boxe et les opportunités de carrière en boxe, il faut pas les louper parce qu'après tu ne peux plus jamais les avoir peut-être. Et là c'est non. Eux-mêmes en fait, la preuve que eux-mêmes savaient bien qu'ils étaient dans une autre dimension avec ce duel, qui était une dimension et ils savaient très bien qu'ils apportaient au public quelque chose qui était tellement autre que c'était ça qui était plus important. Et ce combat va arriver donc au même endroit, même ambiance, mais non, en fait l'ambiance elle est encore mieux, tu vois. Et moi je vais vous dire, enfin tout le monde le sait si vous m'écoutez, c'est mon préféré de la trilogie. Ce troisième c'est mon préféré de la trilogie parce que Mickey Ward, il y va pour la beauté du sport. Il a rien à gagner. Il le dit, c'est mon dernier combat. Et d'ailleurs, c'est un homme de parole. Il y aura plus jamais de combat après. Il dit, il a rien à gagner. Il y a pas de titre à gagner. Il y a rien à part le million. Et tu vois, le million de dollars qu'il a. Il passe d'une salle qui n'était pas totalement remplie au troisième combat où il a son premier million. Et bravo pour lui d'ailleurs. Et le combat commence, les premiers rounds, à la manière du deuxième. Arturo en boxeur est très bien. Ça boxe bien, putain, il est encore dans sa zone et tout. Mickey n'a pas le répondant pendant les 4 premiers rounds. Arturo boxe très bien. Tentative du percute au corps. Boum. Et alors, je sais pas s'il se fracture la main, mais en tout cas, il va se blesser la main très très mal. Et l'aspect qui fait que Arturo est toujours au-dessus des autres, c'est qu'il est tellement cinématographique, cinégénique. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Mickey le sait et revient dans le combat. Et il y a un 6e round où Mickey Ward va knocker Arturo Gatti. Et donc ils se remettent dans le combat. C'est-à-dire ils ont passé des rounds l'un contre l'autre. Et encore une fois, rien n'est joué au 6e round de leur 3e combat. Et là, c'est du à toi, à moi, avec un Arturo Gatti qui a une main, quoi. Qui a une main. Et là, il est géant. Là, Arturo Gatti, il est géant. Parce que du 6e au 10e, c'est dantesque ce qu'ils arrivent à faire. Et il y a ce dernier round et cette dernière minute, ou même ces dernières 30 secondes où c'est fini. Ils savent que l'histoire se finit. Ils savent qu'ils vont aller au 10e round de leur 3e combat. Et là, c'est du à toi, à moi pour en finir. Et ça se finit. Et là, il y a une image qui est une image qui doit te faire pleurer. C'est une image, la cloche tombe et ils se prennent dans les bras. Et là, il y a l'intelligence du monde autour d'eux de les laisser tranquilles. Tu vois? C'est parce que tout le monde veut leur sauter dessus tellement ils ont eu une émotion folle, tu vois? Tout le monde veut leur sauter. Et en fait, tout le monde attend, leur laisse un espace. Et ça, pour moi, c'est géant. Là, c'est vraiment le combat d'offrande au dieu de la boxe. Et ce qui fait qu'on est des hommes. Franchement, je le dis franchement. Moi, je vais pas à l'église, mais quand j'ai envie d'aller à l'église, je regarde Arturo Gatti, Mickey Ward 3, et je suis comblé spirituellement. C'est géant pour moi. Vas-y, Christian. Oui, c'est géant. Alors, c'est un combat, effectivement, dans les 4 derniers rounds, on se dit que Gatti combat avec une main. Il va à terre dans la 6e reprise sur une droite à la tempe. Il se relève, il revient dedans. Et c'est un combat en fait qui a été signé en 10 rounds, mais il y a eu 11 rounds. 11 rounds dans ce combat. Parce que à la fin, une fois que les deux combattants sont tombés dans les bras l'un de l'autre en se parlant tête contre tête pendant des secondes qui tombent interminables, on dit il y a un 11e round. Et le 11e round, c'est Michael Buffer qui le lance. Ouais. On se rappelle qu'il dit, écoutez, allez, a round of applause, un round d'applaudissements pour ces deux guerriers qui ont donné tout ce qu'ils avaient sur un ring. Un 11e round, et là, dans la salle, applaudissements. Et effectivement, c'est un combat, c'est un dernier affrontement et un dernier round mémorable entre ces deux boxeurs. On voit encore une nouvelle fois Gatti qui ne s'est qu'avancé, jamais reculé. Mais ce combat-là, comme tu le dis, Captain, pour moi, il est encore plus beau que le premier.
et il est encore élu combat de l'année. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Cette histoire est magnifique, Antoine. Oui, c'est un combat finalement que Gatti, malgré le knockdown, pour l'anecdote, mérite de gagner. Bon, quand tu fais le pointage, il a quand même plus de rounds. C'est à croire qu'ils ont fait exprès de finir le combat au milieu du round, front contre front, parce que ça finit en fait le dernier coup de gong. Ils sont front contre front à 100 mètres au centre. Il n'y a pas plus cinégénique que ça. C'est magnifique. C'est voilà, n'importe quel fan de boxe va être ému par ce moment et ça fait rentrer. Voilà, ils ont écrit une histoire particulière. Il y a eu beaucoup d'autres combats très impressionnants. Il y a eu d'autres trilogies très fortes dans l'histoire de la boxe. On en a parlé en discussion Hall of Fame. Eux, ils ont un truc à part. Alors, je sais pas si c'est ma préférée, tu vois, parce que en tant que fan de boxe, il y a plein de choses que j'adore, mais on doit reconnaître un truc à Gatti contre Ward, c'est qu'ils ont tous les deux raconté une histoire qui ne ressemble à aucune autre, qui est très particulière. Et, et de ce point de vue-là, on attend d'ailleurs, parce que si je dis pas de bêtises, une suite du film dédié à Mickey Ward est en préparation, qui parlerait de la trilogie contre Gatti, alors que le premier film s'était arrêté avant, si je dis pas de sottises. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner avec de l'appréhension, parce que faire une version filmée d'une chose pareille, je sais pas si c'est une Pour très moi, bonne c'est idée. impossible. Pour moi, Voilà. c'est impossible. C'est impossible. J'en ai souvent parlé. Pour moi, on atteint des limites et c'est impossible. Mm. Mais le culte de cet affrontement va être énorme. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, Mark Wahlberg est fan de cet affrontement. On salue Saïd Taghmaoui aussi, qui doit l'être aussi. Mais Mark Wahlberg fait la voix du documentaire de 2012 sur eux deux. Et ce documentaire est vraiment formidable. Je vous le conseille. Je vous conseille, mais ça n'enlèvera pas le fait que vous devez regarder, apprécier, analyser chaque seconde de leur duel. Chaque seconde. Voilà. On est sur quelque chose d'immense, quoi. En tant que commentateur, mais comment, avec Jean-Claude, Christian, comment vous sortez de cette trilogie, quoi? Comment vous en sortez? Bah, bon, on aurait aimé le vivre sur place. C'est vrai que quand vous le commentez en cabine, que vous connaissez le résultat, parce que on connaissait le résultat, il y avait beaucoup de combats qu'on commentait et quand on recevait les combats et on ne voulait pas savoir le résultat. Mais à certains moments, bah, on savait ce qui s'était passé, on en avait vu quelques extraits. Quand on a des combats comme ceux-là, bah, on a envie de les garder pour nous. On a envie de se dire, «Mais attendez, ça, c'est de la boxe» et quand on parlait avec, nos collègues, d'autres sports, hein, que ce soit les commentateurs de foot, de rugby, on leur disait: «Écoutez, là, ce soir, il y a un combat. Vous qui aimez la boxe, qui n'êtes pas des passionnés, mais vous aimez la boxe, vous aimez les grands matchs de foot, les grands matchs de rugby, bah, là, vous allez avoir c'est une finale de coupe du monde. C'est une véritable finale de coupe du monde avec à l'intérieur tout ce qu'il y a de plus fort. Des retournements de situation et puis on l'avait dit, je l'ai dit au départ, on retrouve un Gatti qui est, vraiment voilà, collé toujours à distance de Mickey Ward. Il est à moins de 50 centimètres, ça donne, ça frappe, ça ne recule jamais et c'est en cela qu'on recommande et le capitaine a raison de le dire, il faut, si vous ne l'avez pas vu, aller voir ce combat, quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel qui fait que Gatti, en fait, a un statut. Donc Mickey Ward va prendre sa retraite, évidemment, mais Gatti va avoir un statut un statut assez particulier dans le monde de la boxe. C'est-à-dire qu'il est toujours compétiteur, mais il est une légende installée. Et c'est compliqué en fait de continuer une carrière sportive quand, je veux dire, tu es une légende avec un grand L et que tu es vénéré comme tel. C'est très compliqué. Alors il va revenir pour sa dernière prise de titre. Ça sera en 2004, au même endroit, Atlantic City, avec une ambiance où la nation Gatti est là, quoi. Et tout, l'affiche est magnifique, c'est une affiche hyper importante. Pourquoi? Parce que maintenant, comme Oscar de la Hoya, Arthur Gatti, il a ses affiches où il est seul.
tu vois. On vend les combats de Gatti, on les vend pour Gatti. C'est tout. Et surtout, ce qu'on dit est tellement vrai. Tu vois, c'est pas le tonnerre que tu entends, c'est son cœur. Tu vois, elle est magnifique cette catchphrase. Cette catchphrase est certainement l'une des plus belles des affiches de boxe. Et donc, ça sera contre le frère Branco qui possède une ceinture. Et dans un combat, en fait, un beau combat de boxe où malheureusement Arturo va encore se blesser à la main. Et donc, il va devoir les circonstances. On est encore dans une des complications propres à Arturo Gatti. Il va devoir élever son niveau boxe pour gérer le combat. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est sa dernière belle performance. Dernière belle performance à voir, très agréable à regarder, alors qu'il souffre, hein. Alors qu'il souffre, mais il est devant. Et c'est une très très belle boxe qu'Arturo Gatti donne contre Branco. L'Italien, lui, le vrai Italien, contre Arturo Gatti, il y avait ça aussi qui était en jeu, tu vois. Et bref, à voir, quoi. À voir. La dernière prise de titre de Arturo Gatti. Est-ce que vous voulez rebondir, les amis? Peut-être toi, Antoine? Ouais, effectivement, il aura été champion finalement dans 2 catégories de poids, Gatti, donc en super plume à 130 et à 140 livres en super léger. Ce Branco, en fait, il a une boxe très classique, très européenne. Il boxe avec les mains bien hautes, beaucoup en direct. Il est très prudent au début du combat, donc il perd un certain nombre de rounds. Tant mieux pour Gatti, parce que quand il prend un peu la confiance, en fait, il y a match. Il y a vraiment match entre les deux. C'est un bon combat. À un moment, justement, il prend tellement la confiance, Branco, qu'il finit sur les fesses sur un crochet gauche parce que il en donne un peu trop et qu'il fait pas attention. Il a quand même Gatti face à lui et il prend un contre vers la mi-combat qui le calme un peu. Au final, il va gagner, selon les juges, 4 à 5 rounds. Donc, il aura plutôt, enfin, pour un Européen qui va boxer comme ça en Amérique du Nord, il fait un combat très honorable. Le combat est bon. Alors, il n'est pas du tout, c'est pas un combat plein de bruit, de fureur, de sang, comme les grands combats d'Arturo Gatti, mais c'est, comme tu l'as dit, Captain, c'est un très bon combat de boxe. Et franchement, c'est une belle performance de la part de Gatti. Sa dernière très belle performance, peut-être. En tout cas, c'est une jolie prise de titre. Effectivement. Je ne sais pas si Christian veut rebondir, sinon on continue. Effectivement, on continue sur cette petite période. Oui, non, juste ce Gianluca Branco, on l'avait vu en une année ou 2 ans ou 3 ans auparavant contre un Français, Gabriel Mapuka. C'est là qu'on l'avait découvert. C'était du côté de Massy et il avait remporté un titre qui était à l'époque le titre européen vacant. Et voilà, mais c'est vrai que dans l'histoire Gatti, voilà, c'est un combat, mais voilà, on va pas en faire des tonnes dessus. Bien sûr, et puis il faut avancer et je n'ai plus beaucoup de temps, il va falloir avancer évidemment. Et donc par la suite, combat à Atlantic City contre Dorine, mais Dorine était un mec qui était de la scène de Montréal. Donc c'était un Montréalais qui venait défier Gatti. Alors il n'y a pas eu match, hein. Il y a absolument pas eu match évidemment, mais la salle était remplie aussi. Belle affiche, hein, mais quand tu connais l'histoire, voilà. Gatti le termine aussi. Et puis combat important pour Gatti, pourquoi Parce que Gatti est un nom et il peut avoir un pay-per-view fight qui peut se faire. Mais pour cela, il doit le gagner. Il doit gagner ce combat-là. Gatti Leja, et il va être très bon, Gatti. Il va gagner ce combat. On est en super léger, qui est pas du tout la catégorie de Leja, hein, vraiment. Mais il a besoin de ce combat-là. C'est gagné de façon très professionnelle par Gatti, je trouve, pour amener vraiment, et on le dit dès le soir de ce combat, dès le soir, pour amener à ça, Thunder et Lightning, Gatti Mayweather. Alors, si vous nous écoutez, évidemment, avec Antoine, nous avons fait la discussion Floyd Mayweather, 3h16 de discussion Floyd Mayweather, où évidemment on est revenu là-dessus. J'ai eu très très mal au cœur, mais on a discuté de cela. Pay-per-view fight, premier pay-per-view fight pour Pretty Boy, avec Floyd est exceptionnel ce soir-là. Arturo n'y est pas, enfin rien ne va du côté d'Arturo, rien ne va dans ce combat. Il est surclassé. Il est un peu pris à froid aussi dès le départ de ce combat, et puis simplement Mayweather fait un masterclass.
Et ce qui est très embêtant, c'est que tu fais un masterclass sur Arturo Gatti, ça me fera toujours très mal, mais il faut le reconnaître, c'est un masterclass et c'est comment dire, c'est très amer, quoi. C'est très amer à voir. Christian, il a fait mal ce combat. Pour les fans d'Arturo Gatti, il a fait très très mal. Ton micro. On rouvre le micro, oui. Oui, il a fait très très mal, parce qu'il a fait très très mal tout simplement dès le premier round, parce que dès le premier round, Mayweather envoie à terre Gatti, et on sent tout de suite que voilà, il y a une différence. Alors, une différence de classe entre les deux boxeurs. Il y a un boxeur et il y a un guerrier. Le guerrier, on le connaît, on en a fait l'éloge depuis plus d'1h30 aujourd'hui. Et il y a un guerrier qui s'appelle The Thunder, le tonnerre, et puis on a en face le Lightning, c'est l'éclair en fait. Et c'est vrai que dans ce combat-là, il fait très mal parce que on va te dire une fois de plus que Mayweather, il joue sans déjouer la boxe d'Arturo Gatti. Mais voilà, c'est le grand Mayweather qui commence à dominer Gatti depuis le début du combat, et on se demande comment Gatti peut-il s'en sortir. On a la réponse dès le début, c'est impossible. Impossible de s'en sortir face à Floyd Mayweather. Et c'est, voilà, on va pouvoir dire le début ou même plus que le début de la fin, parce qu'il a tellement donné à la boxe que on se dit que peut faire maintenant Arturo Gatti, et encore plus face à des boxeurs comme Floyd Mayweather. Alors oui, l'affiche est belle, mais le résultat, il est concret. Arturo Gatti commence à être sur la pente descendante, en fait. Ouais, avec une image extrêmement marquante qui renvoie au troisième combat. Parce qu'au troisième combat, quand il y a ce moment iconique, quand il se casse la main et qu'il retourne dans son coin. Et là, il dit à son coin, my hand is broke. Et donc là, James Buddy McGirt le regarde et lui parle, dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? James Buddy McGirt a l'intelligence de parler à un mec, tu veux que j'arrête le combat ou voilà. Et là, tu as Arturo qui dit, we keep going, tu vois, on continue. Et dans ce combat-là, là, c'est James Buddy McGirt qui demande pas à Arturo et qui l'arrête. Et là, symboliquement, c'est très fort. Très fort. Et pour moi, puisque avec Arturo Gatti, on est dans le symbolique. Vous comprenez? Et symboliquement, c'est la fin, là. C'est la fin. Alors, c'était un amoureux de la boxe, Arturo Gatti. Et il avait vraiment du mal. Il aurait pu s'arrêter depuis longtemps, mais il avait du mal à s'arrêter. Et il va continuer. Il va continuer d'autant plus qu'il y a une légion et le culte ne s'arrête pas. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu à Montréal à la fin du culte, enfin, à la fin des dernières années de Gatti. Je vous raconterai après. Mais par exemple, il y a une superbe affiche de boxe aussi. Sa dernière victoire. Voilà. Bah, c'est une soirée boxe à Atlantic City contre Thomas Damgard. Il aura laissé aucun souvenir. Mais regardez, cette affiche, elle est magnifique. Elle est absolument sublime, quoi, tu vois. Et donc, vous comprenez qu'il y a en fait, c'est des soirées boxe, mais qui sont totalement montées grâce au culte qu'on a pour ce mec. Il y aura des tentatives aussi de gagner encore des ceintures, etc., mais dans des catégories qui ne sont pas la sienne. Regardez, contre Baldomir, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie d'en parler, ça va m'énerver. Voilà, en welterweight, j'ai pas envie d'en parler. Et puis, il y a ce moment où j'ai fait le choix de ne pas y aller. J'avais une opportunité d'y aller et j'y suis pas allé et je le regretterai toute ma vie, même si c'est une défaite. Mais c'est simplement pour faire mon pèlerinage. En fait, tu vois, j'ai raté l'occasion de faire mon pèlerinage, descendre en bus à Atlantic City et être là pour Arturo, même s'il perd. Tu vois, c'était même pas le problème, tu vois. C'est son dernier combat contre Gatti contre Gomez. Ouais, voilà. Gomez qui sortait du Contender que tu as commenté, Christian, l'émission The Contender que tu as commenté. On a fait une émission là-dessus avec Antoine et les souvenirs qu'on en avait. Et toi, avec Jean-Claude qui avait commenté le Contender. Gomez sortait du Contender et avait gagné, en plus avait arrêté Arturo Gatti. Donc c'était la fin d'Arturo Gatti. Il avait pris sa retraite à ce moment-là. Mais la fin était avant, en fait. La fin était avant, tu vois, ça comptait plus, en fait. Un mot, messieurs, sur sa fin de carrière, avant de parler de sa fin de vie. Antoine.
un peu de tristesse. On a envie de se dire, de toute façon, voyant le profil de Gatti, c'était obligé de pas que ça finisse pas très bien. Voilà. C'est pas un profil à belle histoire, Arturo. C'est quelqu'un qui a pris trop de coups, qui a voulu les prendre aussi, avec un enthousiasme et un esprit de sacrifice complètement hallucinant. Donc, quand tu prends tous les termes de l'équation, ça peut pas très bien finir. Alors, il y a une jolie image, c'est que effectivement dans son coin, quand il fait son comeback raté contre Gomez à la toute fin, il y a Ward. Voilà. C'est assez joli. Là encore, ça fait de belles images. Il y a de belles affiches, il y a de belles images. On est déjà dans la nostalgie de Gatti. Il n'est pas encore parti, mais déjà un peu. Bon, c'est des combats dispensables, mais je pense pas qu'on pouvait faire sans. Il aurait continué à gagner, il aurait continué à combattre, par définition, et il aurait pris le même mur à la fin. Donc, je regrette un peu d'avoir dû revoir ces images-là. Après, hein, on l'avait dit dans la vidéo Mayweather Captain, il faut le rappeler, quelque part, même si son combat contre Mayweather est une boucherie et que c'est pas agréable de le revoir, c'est un combat qui a été utile à Floyd et qui a marqué une étape dans la carrière de Mayweather en termes de popularité, en termes de boxeur de pay-per-view. Donc il fallait ce sacrifice-là malgré tout. Gatti a été utile à Floyd à ce moment. Il faut retenir ça simplement. Et d'ailleurs Floyd, un petit peu comme à son habitude, il a fait beaucoup de trash talking avant le combat, mais après le combat, après avoir battu largement Gatti, il dira bah voilà, c'est un grand champion, je lui rends hommage, je le respecte, etc. Bon, c'est voilà, je pense que Mayweather savait qu'il était meilleur boxeur que Gatti. Je pense aussi que son respect n'était pas fin. Voilà. Non, même à la mort de Gatti, il aura des très très bons, très belles paroles. Question peut-être. Oui, on a parlé de Gatti boxeur. L'homme, il avait tous ses, je veux pas dire tous ses troubles. Autant il avançait sur le ring qu'il pouvait reculer dans la vie. On n'en a pas parlé, mais bon, on le sait. Sa vie aura été aussi un véritable calvaire. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il a résisté psychologiquement comme il l'a fait, et la boxe a toujours en fait représenté son exutoire. C'était un boxeur qui était paradoxal en fait. Je l'ai dit, il avançait sur le ring, il reculait hors du ring. Voilà, mais s'il y a un combattant qu'on retiendra dans ces années 90 et sur qui les boxeurs aujourd'hui qui se lancent veulent prendre exemple, c'est bien lui. C'est un modèle d'humilité. C'est un des plus grands boxeurs à avoir jamais foulé la planète boxe. Et bien plus qu'un boxeur, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'était un homme et c'était un vrai homme. Tout à fait. Tu as raison de dire que il a exprimé plein de belles choses grâce à la boxe et il a réussi à nous les faire comprendre. C'est ça qui est fou. Voilà, sans un mot, et on aura atteint des grandes émotions grâce à lui, quoi. Grâce à lui, c'est ce qui est incroyable. Je pense que c'était un mec très généreux. Mickey Ward en parle très bien. C'était un mec, finalement, ce qui était le plus surprenant, c'est que c'était un mec très seul, en fait, qui était très en dehors de la boxe, qui était très, très seul. C'était un peu, tu vois, c'est un peu pathétique, tu vois. Tu pouvais le retrouver seul à un bar avec vraiment personne, quoi. Aussi, et puis une fin de vie ben, terrible, quoi. Avec ce mariage avec cette brésilienne et ce mariage trouble et finalement c'est au Brésil et il sera retrouvé mort. Enfin, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. C'est très lugubre ce qu'il y a derrière cette histoire. C'est tout sauf une mort naturelle. Voilà, Mickey Ward dit j'irai dans ma tombe en pensant qu'il s'est fait assassiner. Donc c'est tragique, c'est absolument tragique. Il avait un destin tragique en fait, mais il aura trouvé son moyen de communication. Et c'était la boxe, tout simplement. Et je vous le dis, moi, franchement, ça a été un messie. Il faut le prendre comme ça. Le mec est arrivé sur Terre pour faire quelque chose, il l'a fait. Et à nous d'y réfléchir. Voilà. C'est comme ça que alors je vais très très loin, mais j'assume mes paroles. Antoine, pour en guise de conclusion, ta conclusion avant d'écouter celle de Christian. Alors, peut-être serais-je un peu moins mystique que toi. En revanche, les faits sont. Moi, je suis totalement.
Alors, tu l'as su, mais c'est très bien. Arturo Gatti, c'est 4 combats de l'année hein, selon Ring. Il n'y a que Carmen Basilio, autre italo-américain, entre guillemets, qui en aura fait 5. Ça veut dire que Gatti était un entertainer. Il a dépassé la notion de championnat du monde, on l'a dit. Il nous a donné une palanquée de combats extrêmement mémorables. Attends, excuse-moi Antoine. euh, Antoine, excuse-moi, tu as tellement raison. Regarde, exemple. Alors, est-ce que mince. Voilà, vous le voyez. Boxing News. Les 100 plus grands combats selon eux. C'est un truc qu'ils refont à chaque fois. Voilà. Alors, ça commence. Arturo Gatti, Ivan Robinson. Arturo Gatti, Gomez. Arturo Gatti, Ruelas. Bien sûr, Gatti, Ward. Et tu aurais pu mettre les deux Robinson. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais qui a donné autant à la boxe que lui? Qui a donné autant à la boxe que lui? Je me pose la question. Ouais. Ils sont très peu. Et pour moi, c'est effectivement un mystère. On touche du doigt un mystère que Gatti a incarné, même si c'était évidemment pas le seul boxeur à en être frappé. C'est qu'est-ce qui pousse ces mecs-là à vouloir prendre autant de coups? C'est quoi la volonté d'expiation? C'est quoi le sentiment d'être incomplet? C'est quoi la volonté de donner, la générosité? On touche du doigt les limites de la façon dont on peut penser, dont on peut vivre son expérience d'être humain. Et on n'aura jamais complètement la réponse, par définition. En tout cas, on a l'impression d'être face à un mystère. Et c'est aussi pour ça qu'on apprécie la boxe, parce qu'on se projette dans des destins qui sont pas ceux du citoyen, enfin du mec lambda. Moi, c'est aussi pour ça que je suis aussi fasciné par les boxeurs. Alors, c'est tragique parce qu'évidemment, je ne souhaitais pas à Gatti de vivre comme il a vécu et surtout de finir comme il a fini. En revanche, ça fait des histoires, une fois de plus, qui ne sont dépassées, à ma connaissance et à mon avis, par aucune histoire de sportif et par très peu d'histoires d'êtres humains. Donc, voilà, je suis ravi de connaître la carrière d'Arturo Gatti, de nous avoir, je lui suis reconnaissant de nous avoir fait ce don. Je suis évidemment très triste pour lui. L'histoire ne pouvait pas bien finir, elle n'a pas bien fini. Tout à fait. À toi, Christian. Oui, pour terminer, c'est de se dire merci, Monsieur Arturo Gatti, d'être passé par là, d'avoir enrichi nos belles soirées boxe, de nous avoir fait vibrer. Merci pour ce style qui était totalement inexplicable, parce que c'était un boxeur qui prenait des centaines de coups par match, mais qui en donnait peut-être des milliers, qui préférait encaisser plutôt que reculer, qui allait peut-être au tapis presque à chaque combat, mais qui n'abandonnait jamais. Il se relevait toujours, il allait au bout, il avançait de nouveau, il avançait dans la vie, on l'a dit, sur le ring, il reculait dans la vie, mais c'était un gentleman fighter, pas boxeur, un gentleman fighter. Voilà, et on en restera là-dessus pour cette discussion Thunder. Arturo Gatti, une discussion qui était si importante, vous le savez bien, pour moi et pour la chaîne. Je remercie encore les sociétaires Antoine de 130livres.com. Allez lire ce blog formidable et bien sûr La Voix de la Boxe. Christian Delcourt qui nous a fait encore l'honneur d'être avec nous. On se rejoint bientôt avec Antoine, avec Christian pour d'autres histoires de boxe, peut-être un peu plus françaises d'ailleurs. Voilà, mais je vous attends avec impatience. Merci Christian, merci Antoine et portez-vous bien. Ciao.